Bonjour, très chers compatriotes. Oui, je ne parle pas du départ d'Ali Bongo, mais si je ne parle pas de ça, toi tu peux parler de ça. C'est qu'il n'y a que moi qui veux parler des problèmes du pays. C'est vous les premiers à me dire tu ne parles pas de tout, et c'est vous qui attendez mon point de vue. Ça, c'est pas la sorcellerie que vous faites là. Bref, bon, mais écoute, on va être bref. Hein. Ce qu'on ne vous dit pas, moi je veux vous dire. Sylvia Bongo a commencé à rembourser l'argent qu'elle avait volé. L'État gabonais a retiré l'argent en Londres, au Maroc. Sylvia avait un avion que l'État gabonais a récupéré. L'argent de Sylvia Bongo qui était au Gabon, l'État a récupéré. Sa sortie est due à tout ça. Sylvia Bongo, allant en prison, elle souffrait du cancer. Elle n'a pas eu le cancer en prison, comme certains des prisonniers qu'elle-même Sylvia a envoyés en prison, qui ont trouvé le cancer là-bas. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que beaucoup de gens qui sont sortis de la prison ont remboursé l'argent. Mais ça, on ne va jamais venir vous dire ça, parce que ce n'est pas normal. Le tribunal de Libreville, je ne sais, même la France ou aux États-Unis, c'est des choses qui ne se disent pas. Écoutez, on ne va jamais venir vous dire, oui, on a récupéré tel milliard, ça ne se dit pas. Mais comme nous tous, on devient le gouvernement gabonais, on est devenus des avocats, on est devenus de ceci, de cela, on vient dire tout et pour tout. Sylvia a un mandat d'arrêt. Elle n'est pas sortie ou pour dire qu'elle n'est plus possible. Non, Sylvia, elle est en liberté provisoire. Sylvia Bongo en liberté provisoire. Le juge poursuit le dossier. C'est pas pour vous dire non, le dossier est fini, non, elle est en liberté, non, elle est en liberté provisoire. Donc, ce qui sous-entend que tout Gabonais qui se respecte, qui estime que Sylvia a volé l'argent du pays ou elle a tué les gens, a le droit de porter plainte. Que ce soit au Gabon ou en France, nous avons le droit de porter plainte. Sylvia n'est pas sortie de la prison parce que le président Oligui a dit non, il faut qu'elle sorte de la prison. Non. C'est la loi gabonaise. Les avocats qui vous disaient tous les jours ici qu'il faut qu'elle sorte, ils ont écrit, ils ont montré des documents qui prouvent à substance que Sylvia est sérieusement en prison. Elle est sérieusement malade. Et moi, bon pite, je vous dis franchement, Sylvia pouvait mourir en prison, je m'en fous. Avec tout le mal qu'elle a fait au Gabonais, je m'en fous. Sans compter la mauvaise foi de nous, les Gabonais. Parce que nous, on est un peuple machiavélique. On est un peuple machiavélique. Nous sommes les premiers à dire oui, le président a libéré Sylvia. C'est nous les premiers là qui devons dire au président quand si Sylvia mourait en prison là. Ou Ali mourait ici. On devait dire oui, le président Oligui a tué Sylvia, il a tué je ne sais qui. On devait être les premiers à le dire. La preuve que quand quelqu'un meurt à la GR, vous voyez pas comment les activistes, les ennemis du Gabon l'accusent. Oui, c'est le président et tout le reste. Donc nous aussi, il faut qu'on réfléchisse. Ce pays a mieux que ça, il y a mieux qu'à faire. Sylvia, c'est du passé. Elle a rendu l'argent. Tout ce que vous voyez qui est en train de se faire là-haut, parce qu'on a l'argent là-haut. Même lui-même, Ali Bongo, a rendu l'argent. Peut-être pas tout, parce qu'un voleur ne rend pas tout. L'argent qui est en France, aux États-Unis, nous avons même la chance que quelques pays ont accepté de rendre l'argent au Maroc, Londres et tout le reste. Mais l'argent qui est en France, vous savez comment ça se passe? Les biens de Sylvia qui sont au Gabon, l'État a récupéré. Est-ce que le rôle de l'État, quand il récupère les biens, il doit vous dire ici on a récupéré les biens, on a fait comme ça, on a fait ceci et tout le reste? Non. Tout ça, même quand on attrape un voleur chez moi au quartier, s'il commence quand même à avouer, vous dites bon, je reconnais avoir fait ça, ça facilite la chose. Moi, je m'en fous que Sylvia reste en prison pendant 20 ans, 10 ans, c'est pas mon problème. Que tout le mal qu'elle a fait au peuple gabonais. C'est nous-mêmes qui sommes allés voter la séparation de pouvoir, au dialogue. C'est les politiques qui sont allés voter ça. Mais à quoi le président de la République, Oligui, a fait sortir Sylvia, à quoi? Je pense même qu'il a bien fait, si c'est lui. Il a quel pouvoir pour faire sortir Sylvia? Le seul pouvoir qu'on sait qu'il a, c'est de dire un matin, la grâce présidentielle, oui, mais la justice fait son travail. Sylvia est en liberté provisoire. Elle va te juger. Même si elle meurt aujourd'hui, elle doit te juger. Et condamnée par contumace. Comme ça se passe partout. Donc, de grâce, plus que vous, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui vient d'ailleurs et tout le reste. Mais tous ceux qui parlent, les députés, les maires, les sénateurs, savaient le problème de Sylvia. Avec la pression internationale. N'oubliez pas que les Français, vous connaissez comment les Français sont avec leurs citoyens. La 5e République, ce n'est pas la brimade.
Comme on voyait, on a enfermé Landi, même quand les États-Unis mettaient la pression, Ali ne voulait rien écouter. Donc, de grâce, Sylvia n'est pas en liberté, elle est en liberté provisoire. Sylvia a rendu le bien, beaucoup de biens. Ça a facilité sa sortie. Ça faisait 19 mois qu'elle était en prison. C'est quand même la première dame d'un pays, hein, qu'on le veuille ou pas. C'est pas donné à n'importe qui d'arrêter la première dame. Vous avez écouté vous-même Maître Bembe. Vous avez dit, je ne suis pas avocat, je ne suis pas Maître Bembe, qui est avocat ou quoi, qui est venu vous dire là. C'est ça mon point de vue. Hein. Maintenant, après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Voilà, ça se fait dans tous les pays, c'est pas qu'au Gabon. Partout dans le monde, ça se fait. Un bon entendant, salut, après la vérité à dire. Ok. Vous venez d'écouter là le conseiller juste parfait Mbamba, affectueusement appelé Boon Pings. Boon Pings est cet artiste qui, en 2009, a participé activement à la campagne présidentielle d'Ali Bongo, a participé massivement à l'élection d'Ali Bongo. Quelques années plus tard, notamment 7 ans plus tard, Boon Pings a fait volte-face en reconnaissant qu'il avait commis une erreur en soutenant Ali Bongo et en militant activement contre sa réélection en 2016. Boon Pings a été un acteur majeur de cette lutte au Gabon. C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de courage en faisant face à la police, à la gendarmerie et aux forces de défense et de sécurité sous Omar Bongo. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et il le fait, je pense, non pas parce qu'on l'a envoyé, mais parce qu'il le pense réellement et parce qu'il le voit. C'est comme ça que Boon Pings a toujours évolué. Ça lui a valu l'exil au Congo. Ça lui a valu de vivre, comme beaucoup d'autres, loin de sa terre natale, d'enterrer ses parents à distance. Aujourd'hui, Boon Pings, après un appel du pied, après, il faut dire aussi les conditions de l'exil, de vie, tout ça, est du côté de Brice Clotaire Oligui Nguema. Si je fais ce petit historique, c'est pour dire que c'est parce que Boon Pings, jusqu'à preuve du contraire, avait un certain brin de lucidité dans la critique face à la malgouvernance. Je ne dis pas contre Ali Bongo Ondimba, parce que je ne pense pas que son combat c'était contre Ali Bongo Ondimba. À moins que je me trompe, parce qu'aujourd'hui nous nous rendons compte qu'en réalité, beaucoup ne menaient pas un combat contre la mauvaise gouvernance, donc c'est-à-dire le non-respect de la justice, le non-respect des droits de l'homme, le non-respect du peuple gabonais, mais beaucoup menaient un combat contre la personne d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est très important de le comprendre. Si vous avez compris que certains menaient un combat contre la personne d'Ali Bongo Ondimba, bon, vous comprenez que quand je dis Ali Bongo Ondimba, je dis également, je parle de tout ce qui va avec, Sylvia, Noureddine et autres, sa famille. Ceux qui menaient un combat contre Ali Bongo Ondimba ont cessé de combattre le jour où, soi-disant, officiellement, Ali Bongo Ondimba a été déposé par un coup d'État. Pourquoi je le dis et pourquoi c'est très important? Parce que vous savez, Ali Bongo Ondimba, pour beaucoup d'autres combattants, Sylvia Bongo, Noureddine, n'était rien d'autre que la face visible d'un système, la face visible de l'iceberg. Lorsque vous regardez les pyramides égyptiennes, on nous dit que ces pyramides font des centaines et des centaines de mètres. Lorsque vous êtes au sommet, ce n'est que quelques pierres qui constituent le sommet. Pourtant, ce qui a amené ces pierres au sommet à être là où elles sont, ce sont des milliers et des milliers et des milliers d'autres pierres. On pourrait comparer aujourd'hui ce que nous appelons le système Bongo à une pyramide, où vous avez des centaines et des centaines de milliers de personnes qui portent quelques personnes qui officiellement
les représente, officiellement représente cet ensemble. Si je le dis et si je prends cette image, si je fais cette métaphore, c'est bien pour vous montrer que bien qu'Ali Bongo et Sylvia Bongo aient été soi-disant enlevés, ou du moins au cours d'une querelle interne, aient été mis de côté, force est de reconnaître que finalement, nous demeurons dans le même système. Nous demeurons dans la même pyramide, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes réflexes. Nous demeurons toujours dans le même état de cause, où en réalité, rien n'a changé dans le fond, en tout et pour tout. Campagne présidentielle menée avec les moyens de l'État, public, non, diminue David, diminue, public qui, peuple gabonais, acheté à coût de centaines de millions, ou si ce n'est de milliards de francs dans tout le pays, politique des gadgets, achat des consciences, tripatouillage du fichier électoral, le peuple, même les morts, ont voté. Donc nous sommes toujours dans le même état de cause, dans le même état de fait. Voilà que nous avons le général Oligui qui nous dit qu'il a pris le pouvoir. Le général Oligui s'est maintenu. Hein? Vous avez entendu certains acteurs qui ont très bien résumé cela, que quand les militaires prennent le pouvoir, ils commencent par changer les lois, changer les constitutions et finissent par se maintenir au pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé au Gabon. Le général Oligui est venu, a donné beaucoup d'espoir aux Gabonais. Dans son discours, son premier discours, il nous a fait comprendre que le peuple avait souffert, que s'il avait fait ce coup d'État, c'était à cause de l'injustice, à cause du non-respect de la loi, à cause des violations des droits de l'homme. Le général Oligui nous a présenté les principaux artisans de ce coup de la chute du pays, comme étant Ali Bongo, comme étant Sylvia Bongo, comme étant Noureddine Bongo, principalement, comme étant des criminels, des hauts criminels, des gens qui ont pillé les ressources de l'État, des gens qui ont tué la jeunesse gabonaise, le peuple gabonais, avec la drogue, en important de la drogue, des gens qui ont détourné, mais alors là, violemment et sauvagement, les fonds publics, et j'en passe. Le général Oligui, sur la promesse du rétablissement de la dignité des Gabonais, sur la promesse du rétablissement de la justice, a enfermé, a dit au peuple gabonais qu'il enfermait Sylvia Bongo et toute la bande à cause de toutes ces violations de la loi. Il s'est présenté aux Gabonais comme étant l'homme providentiel. Et les Gabonais ont adhéré à son message. Les Gabonais ont adhéré à son discours par rapport à ce qu'il avait fait, qui n'avait jamais été fait. Donc, c'est-à-dire arrêter, d'abord déposer le tyran en place, à savoir Ali Bongo, bien qu'en réalité, le tyran en place n'était qu'un faire-valoir. Il a promis, il a fait ce qui n'avait jamais été fait en arrêtant directement les tenants du pouvoir issus de la famille Bongo. Donc là, à savoir Sylvia, Noureddine, la Yuntim, les Oseni, les Voranjami. Donc c'est-à-dire toute cette classe de Gabonais d'adoption qui avait plus de privilèges, plus et du mépris envers les Gabonais de souche. Donc, le général Oligui a été élu, soi-disant, entre griffes, s'est présenté aux Gabonais sous cette bannière. Mais nous, activistes, nous qui avons compris très tôt que ce coup d'État, en réalité, n'en était pas un, nous sommes montés au créneau. Et nous vous avons dit, attention, ça, ce n'est pas un coup d'État. Attention, voilà les premiers signaux, voilà les premiers actes qui nous montrent que ce n'est pas un coup d'État et que ce n'est qu'une continuité dans le système. Les premiers actes, ça a été de ramener au pouvoir tous ceux qui avaient détruit le pays. Tous. Les Omariens et les alistes. L'autre acte, ça a été de mépriser le peuple. De dire au peuple, je m'en fous de ce que vous dites ou de ce que vous pensez. Je fais comme bon me semble, comme je l'entends.
D'autres signaux, ça a été de voir que le peuple gabonais, plutôt que de jouir de sa liberté, était en permanence sous un couvre-feu, dont jusqu'à ce jour, on ne nous a toujours pas donné les raisons. À travers ce couvre-feu, le peuple étant excédé, parce que rappelons-nous que nous étions l'un des rares pays au monde à vivre sous couvre-feu en permanence, en temps de paix, pour des gens qui disaient que le coup d'État avait été salué par la population, nous étions sous une oppression permanente. Et ces Gabonais qui n'en pouvaient plus, qui le manifestaient par la violation du couvre-feu parce que pour des besoins les concernant, eh bien, beaucoup ont été pris, torturés, assassinés. C'est ce que le droit dit. Ce n'est pas bavure. Lorsqu'on prend quelqu'un, qu'on lui inflige des sévices en violation de la loi, au point qu'il perde la vie, ça s'appelle un meurtre, ça s'appelle des tortures. Nous avons tous vu ces tortures. Nous nous attendions à ce que ce nouveau pouvoir puisse faire preuve de légalité, mais une fois encore, les vieux démons ont fait surface, c'est-à-dire on étouffe les affaires, on étouffe ces meurtres, on étouffe ces tortures, on couvre on couvre les auteurs de ces tortures, on intimide les témoins, on les menace, on leur demande de dire autre chose que ce qui s'est passé. Voilà ce que nous avons commencé à voir avec ce régime. Nous sommes montés au créneau. Nous avons vu un régime qui a organisé une pseudo-rencontre nationale pour, voilà, faire repartir la nation à partir de nouvelles lois et autres et autres. Très tôt, là encore, nous nous sommes rendus compte que ce n'était qu'une mascarade. Ce n'était que, comme Ali Bongo l'avait fait avant lui, avec le dialogue d'Angondje et bien d'autres, ce n'était bien d'autre qu'une facette pour se donner les moyens de faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire neutraliser les ennemis politiques, avoir un champ libre pour la séquestration du pays. Là encore, nous sommes montés au créneau en disant à la population, attention, celui et ceux que vous voyez ne sont pas les agneaux que vous pensez être, mais ce sont plutôt des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Vous êtes montés qui avaient dit, vous êtes nombreux qui avaient dit, non, c'est pas grave, de toute façon, nous, on voulait qu'Ali Bongo parte. Beaucoup de personnes l'ont dit. On voulait qu'Ali parte, on voulait que Sylvia parte, fallait faire votre coup d'État. Malheureusement, vous savez, nous ne sommes pas tous souvent au même degré de... Nous n'avons pas le même degré de perception au moment où il faut. Aujourd'hui, après nous avoir présenté beaucoup de tyrans comme étant des personnes neuves, des personnes nouvelles, des personnes qui devaient reconstruire ce pays, les mêmes personnes nous ont été présentées finalement comme des voyous, comme des assassins. Les mêmes. Ensuite, on nous a dit, nous activistes, à travers les recherches, à travers les informations que nous avions, nous avons commencé à vous donner dans les détails les agissements des uns. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, nous sommes sortis, que ça soit Jonas Moulanda, que ça soit Princesse, Thibaut Adjatis et autres. Nous sommes sortis plusieurs fois, avant même que les avocats de Sylvia ne sortent. Nous sommes sortis vous dire, attention, ce gouvernement, cette transition pratique la torture, cette transition pratique l'intimidation, cette transition pratique l'extorsion de fonds, cette transition couvre les criminels, couvre les voleurs. Nous sommes sortis, nous vous l'avons dit. Nous ne nous sommes pas arrêtés à le dire tout simplement comme ça. Nous vous avons apporté des éléments de preuve à travers des documents, à travers des témoignages. Je me rappelle qu'il y a quelques mois encore, j'ai pu retrouver la trace de beaucoup d'avions, des avions appartenant au Gabon. Pas appartenant à Sylvia Bongo, pas appartenant à la présidence de la République, mais appartenant à l'État du Gabon, parce que payés avec nos fonds publics. Et là, beaucoup sont sortis dire que nous racontions des histoires et vice-versa et vice-versa. Nous avons vu apparaître de nouveaux avions au Gabon qu'on nous a d'abord présentés dans un premier temps comme étant des avions de la nouvelle compagnie nationale. Ensuite, ces avions, on a compris qu'ils étaient la propriété privée des tenants de la transition. Et plus tard, on nous a dit encore à nouveau, non, ce sont des avions qu'on peut louer et vice-versa.
force est de reconnaître que plusieurs mois après, la population gabonaise ne bénéficie toujours pas de ces avions et de la fameuse compagnie Fly Gabon, qui est inaccessible aux Gabonais lambda. Mais pourtant, des milliards ont été décaissés du fonds du trésor public, on ne sait par quel mécanisme, par quelle budgétisation, par quelle loi de finances. Des milliards sont sortis toujours au nom du peuple gabonais. Entre-temps, nous sommes montés au créneau en disant « Attention, les avions gabonais ont été récupérés par ce pouvoir qui ne communique pas, qui ne fait pas de rétrocession à l'État. » Et aujourd'hui, nous apprenons que beaucoup de ces avions ont été vendus. Si on se réfère à la loi et au fonctionnement de l'État, tous ces biens achetés au nom du Gabon et qui sont revendus et dont on ne sait pas ce à quoi a servi cet argent, ça s'appelle tout simplement du recel. Du vol, ça s'appelle du recel et c'est de la haute trahison. Nous vous l'avons noté. Nous vous avons dit que depuis que Sylvia et Noureddine et tous les autres sont en prison, ils sont torturés. Parce que au Gabon, les enquêtes judiciaires avancent sur la base de torture, d'extorsion d'informations par la contrainte physique, la contrainte morale. Les exemples sont là. Les exemples sont nombreux. Seuls les plus naïfs peuvent croire que la torture physique, morale au Gabon a cessé. Et même les plus naïfs, en réalité, savent que ça existe. Même les plus naïfs ont vu comment le général Oligui est allé justifier et allé expliquer dans les détails comment un de nos compatriotes a été torturé au B2 parce que soupçonné de vol de bijoux d'un de ses bras droits. Là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'eût été la pression populaire lancée par les activistes, n'eût été les renseignements fournis par les activistes et mis sur la place publique, tous ces crimes, tous ces meurtres, tous ces crimes contre l'humanité, toutes ces violations des droits de l'homme passeraient comme crème au Gabon. On nous a vendu une presse libre qui, au départ, s'est empressée de critiquer fortement le pouvoir déchu, mais qui très vite est rentré dans les rangs en caressant dans le sens du poil le général Brice Clotaire Oligui. Une presse manipulée, une presse qui, si elle ne s'auto-censure pas, elle ne fait pas, elle ne chante pas jour et nuit les louanges du général Brice Clotaire Oligui. C'est une presse qui encore est manipulée par le général lui-même, qui n'hésite pas de façon à le dire, qui de façon décomplexée avoue au peuple gabonais et au monde entier qu'il oriente la presse gabonaise en demandant à cette presse d'aller poser telle ou telle question, d'avoir telle position. Donc, c'est-à-dire que là encore, vous avez des super journalistes, vous avez des journalistes qui, recevant des ordres directs de celui qui se présente comme étant le chef du Gabon, ces journalistes se sentent super protégés, se sentent déserts et se croient tout permis. Donc, après que je vous ai sorti tout ça, ça revient à c'est quoi un État? Mais un État, c'est tout simplement une organisation administrative et politique qui s'incarne par des délimitations géographiques, envers qui, des délimitations géographiques qui délimitent un ou plusieurs peuples d'origine ethno-linguistique diverses, mais qui sont réunis sous une seule bannière, sous des symboles tels que le drapeau, le sceau et autres, tels que la devise, tels qu'un hymne national. Et ce peuple vit grâce à des lois. Ce qui organise la vie au sein d'un État, ce sont les lois. Les lois arrêtées par les habitants de ce peuple. Les lois arrêtées, votées par les représentants de ce peuple. Ces représentants sont en général l'Assemblée nationale, le Sénat, d'autres vont dire l'Assemblée constitutive, voilà. C'est-à-dire que tout ce que nous puissions faire dans un État, quel que soit le pays, est régi par des lois. Et depuis des générations, les gens qui vivent sous la même bannière se disent, bon, ok, lorsqu'il y a un problème, ce problème, on va le régler de telle manière. Tout a été pensé et réfléchi.
Mais je ne comprends pas, aujourd'hui nous ne comprenons pas comment ceux-là qui sont venus, qui ont violé la loi, qui ont fait un coup d'État, qui ont demandé au peuple de les protéger une fois de plus à travers une loi, parce que même ils ont conscience que ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils disent, c'est une violation de la loi. Les mêmes ont demandé au peuple, oui, nous avons violé la loi, mais protégez-nous. Protégez-nous par une loi qu'on appelle loi d'amnistie. Mais ce sont les mêmes qui sont venus enlever des personnes, soi-disant au nom du non-respect de la loi. Ce sont les mêmes qui, eux, à leur tour, font exactement ce que les autres faisaient. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, torturent, tuent, couvrent des détournements de deniers publics, refusent que les voleurs et assassins puissent payer le prix devant les citoyens gabonais, devant la loi gabonaise. Là, nous avons, pour revenir au principal sujet, un Boon Pinks qui nous fait comprendre que tout n'est pas, qu'ils ne peuvent pas tout dire, qu'il y a des actes que nous voyons qui ont été faits grâce à leur torture, grâce à leur extorsion de fonds. Mais alors là, j'aimerais demander à Boon Pinks, excusez-moi, je suis un peu grippé à cause du pollen qu'il y a dans l'air. J'aimerais vraiment, pour venir maintenant au cœur du sujet après ce speech, j'aimerais déjà planter aussi le décor, vous savez. Il y a quelque chose aussi qu'il faudra, avant que je ne vienne à Boon Pinks, je vais revenir encore sur un fait. Il faudrait que nous, Gabonais, que nous apprenions à faire la différence entre ce que vous appelez clash et ce que vous appelez critique des hommes publics, des hommes politiques. Aujourd'hui, Boon Pinks est un homme public, est un homme politique. De la casquette d'activiste politique, il est passé conseiller de ministre, conseiller de Brice Clotaire Oligui. Aujourd'hui, Boon Pinks, lorsqu'il prend le micro, il ne s'exprime pas en son nom, il s'exprime en tant qu'acteur politique. Il s'adresse au peuple gabonais, il s'adresse aux acteurs politiques, il s'adresse aux hommes politiques. Et ce message va au-delà des frontières, parce que Internet, les réseaux sociaux, ne se limitent pas qu'au Gabon. Donc c'est un message qu'il adresse en réalité au monde entier, aux ambassadeurs, à l'ONU, aux défenseurs des droits de l'homme, qu'ils soient gabonais, qu'ils soient non gabonais. C'est important de le comprendre. Parce que malheureusement aujourd'hui, si vous montez au créneau pour déconstruire ce qu'un de vos anciens compagnons de lutte opposés idéologiquement aujourd'hui à vous, si vous montez pour le déconstruire, tout de suite vous êtes taxé de jaloux ou de haineux. Par contre, ces mêmes personnes, eux, s'octroient les droits de critiquer de la manière qu'ils veulent, d'insulter nous, ou alors les hommes politiques qui ne sont pas de leur bord. Et il faudrait que ça s'arrête. Je pense que la maturité politique voudrait que lorsqu'on est sur un terrain politique, qu'on critique autrui, qu'on se présente comme un défenseur du pouvoir en place, il faudrait également accepter le fait qu'en face, qu'il y en ait qui ne pensent pas comme soi et qui expriment leur idée. Il faudrait que Boon Pinks et tous les activistes, appelés affectueusement de la faim, des activistes du ventre, ça c'est la petite boutade, hein, il faudrait que tous, les députés nommés, les sénateurs nommés, il faudrait que vous tous qui prenez la parole en public pour chanter les louanges de Brice Clotaire Oligui Nguema, il faudrait aussi que par le même processus que vous employez, qui est de prendre votre téléphone et de vous adresser aux autres, il faudrait que vous acceptiez également que nous fassions comme vous, que nous puissions prendre nos téléphones et que nous puissions battre en brèche ce que vous dites. Parce que c'est ça, je crois, savoir la démocratie. Parce que tous les jours, quand vous nous demandez « rentrer au Gabon », mais si déjà à distance, vous ne supportez pas le fait qu'on parle différemment de vous, est-ce au Gabon, en étant sur place, que vous accepterez? Mais la réalité nous montre que non. La réalité nous montre que vous répondez toujours avec la même sauvagerie, la même brutalité. Pour peu que quelqu'un parle et pense différemment que vous,
il est tout de suite arrêté dans les heures qui suivent. Là, curieusement, nous avons une justice très active. Même quand les preuves sont là, Ovelas Novermax nous montre un hôpital dysfonctionnant, un hôpital qui est dans le noir. Tout de suite, il est arrêté et contraint de dire qu'il s'était trompé, qu'il avait mal compris, mal vu. Le petit frère Thibaut Adjatis est menacé de mort. Sa famille menacée. Peu de temps après, son petit frère est pris, torturé, est enlevé pendant plusieurs semaines. Il réapparaît avec des hématomes. Il témoigne en présence de son avocat, ne se sentant pas protégé par les forces de défense et de sécurité. Il prend le peuple gabonais à témoin, il témoigne, on voit tout. Mais cette même justice le prend, l'enferme, lui fait faire de la prison et le contraint peu de temps après à venir déjuger son frère. Le cynisme va même plus loin. Où on prend une mère, on oblige une mère à travers des pressions. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, la torture n'est pas que physique. Elle est aussi psychologique, morale. Et à l'armée, comme vous l'a dit Brice Clotaire Oligui, il y a des spécialistes de la torture morale. Il y a des gens qui sont spécialisés pour vous faire renier ou accepter l'inacceptable. Ils l'apprennent à l'école militaire, dans leurs différentes formations. Ils l'apprennent. Comment pratiquer des interrogatoires. Donc, ils sont allés jusqu'à faire en sorte qu'une famille se déchire sur la toile. Tout simplement pour montrer qu'ils ont raison. Tout simplement pour montrer qu'ils ont le pouvoir. Ils ont pris des syndicalistes qui n'étaient pas d'accord avec leur manière de faire, leur manière de gouverner, qui s'apprêtaient à organiser des réunions. La réunion a été violemment intimidée, toujours par eux, forces de défense et de sécurité. Et ensuite, les principaux leaders de ces syndicats ont été kidnappés par eux. Là encore, il a fallu que les gens montent au créneau, que les activistes sortent. Et comme par hasard, toujours le même procédé, ces personnes sortent de nulle part. On nous dit, voilà, les services spéciaux les ont délivrés et autres. Jamais on ne nous a présenté ces malfrats. Jamais le procureur de la République et autres nous ont montré, voilà les malfrats, voilà. Mais vous êtes quand même là à nous dire que les choses ont changé, que nous sommes dans la 5e République. Tout ce que je viens de vous évoquer s'est bien passé sous votre transition de Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout ce que je suis en train d'évoquer se passe bien là, sous votre fameuse 5e République. Donc, acceptez le fait que vous êtes un régime dictatorial, si ce n'est autoritaire. Mais le dernier exemple est Alain Gauthier. Alain Gauthier, pourtant, votre soutien vous a dit « Je vous soutiens, monsieur Oligui ». Alain Gauthier vous a dit « Je vous soutiens, mais je ne suis pas prêt à vous soutenir aveuglément. Qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qu'il y a des gens qui sont avec vous, qui vous emmènent dans le trou. » Alain Gauthier a critiqué les décisions, les libérations de Sylvia. Alain Gauthier a mis en exergue le trafic avec complicité concernant la concurrence avec vos fameux projets, les taxis Gab et autres. Qu'est-ce qu'Alain Gauthier a dit que les Gabonais, avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, n'ont pas dit, n'ont pas vu? Plus de 300 taxis qui ont été importés du Cameroun à travers des réseaux mafieux, dont beaucoup se font grâce au concours des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qu'Alain Gauthier a dit que nous n'avons pas vu, que nous ne savons pas et que vous-même vous ne savez pas? Mais pour l'avoir dit et l'avoir dit ouvertement, vous l'avez arrêté. Vous étiez prêt à réduire au silence à travers la prison un de vos soutiens. N'est-ce pas également ce que les Bongo faisaient? Donc, arrêtez de nous présenter, de nous dire que les choses ont changé. Rien n'a changé. Tout ce que ce régime fait est fait de façon opaque. Combien de fois je suis venu devant vous en vous disant, oui, c'est bien de nous dire qu'on a bétonné des routes, mais dites-nous comment les appels d'offres se font. Dites-nous comment ces entreprises font pour avoir des marchés. Est-ce que ça tardait les révélations sur les scandales, sur les scandales financiers, sur les surfacturations, sur la mafia au trésor? Les mêmes choses, les mêmes causes, produisant les mêmes effets. Mais quand on vous le dit, vous estimez que nous sommes contre vous, que nous sommes contre le pouvoir. Mieux, vous dites que nous sommes manipulés par les pédégistes.
alors que c'est vous les PDGistes, alors que les PDGistes sont avec vous tous les jours, alors que maintenant que vous voulez officiellement s'aborder le PDG, parce que le PDG représente quand même la déchéance du Gabon, mais tous les cadres importants du PDG repartent vers vous, ou du moins officiellement montrent que c'est vous. Donc, arrêtez de nous faire passer, nous, activistes, pour des gens, corrompus, pour des gens qui s'opposent à tout, pour des gens qui ne veulent pas que leur pays avance. Parce que jusque-là, tout ce que nous avons dénoncé, même si la vérité prend le temps qu'elle prend, mais elle finit par ressortir. Et c'est vous-même, vous savez, quand on est souvent, pour ceux qui croient, hein, qu'on soit animiste ou qu'on soit chrétien, quand on est animé par un mauvais esprit, ce mauvais esprit finit par montrer au monde entier, effectivement, qu'on est dans le faux. Les crimes ont été démontrés, les meurtres, les tortures. Il y a quelques jours, la ministre de la Santé nous a parlé de ces jeunes qui sont infectés, plus de 1300. Mais pourtant, c'est encore vous, les mêmes pouvoirs publics, qui avez torturé physiquement, rasé des Gabonais avec les mêmes instruments, avec les mêmes armes blanches. Vous, les mêmes Gabonais, les mêmes autorités. Les mêmes autorités qui n'hésitaient pas à torturer, à empoisonner, à faire en sorte que les conditions carcérales au Gabon soient des conditions qui ne respectent même pas. C'est-à-dire que même mon chien, je dis bien, même mon chien était mieux traité que les prisonniers au Gabon. Même mon chien était mieux traité que les prisonniers le sont au Gabon. Donc, Boom Pinks, quand tu viens nous dire, donc comprends bien Boom Pinks, que ce n'est pas un clash. Tu m'appellerais dans d'autres circonstances, hein, on parlerait sans problème. D'ailleurs, certains de tes frères d'armes m'appellent. Oh non, mais Bernard, voilà, voilà. Et on parle en personne civilisée. Mais quand tu viens dire aux Gabonais, Boom Pinks, toi qui t'es battu soi-disant pour le respect de la loi, quand tu viens dire aux Gabonais qu'il y a des choses qui sont faites, que Sylvia Bongo a commencé à rendre l'argent des Gabonais, que vous construisez des choses grâce à cet argent, que vous avez récupéré les avions, non seulement, n'est-ce pas ça ce que nous, activistes, nous vous disons depuis des mois? Est-ce que nous ne vous disons pas que depuis, le général Oligui est en train de récupérer tout le patrimoine, ou du moins une grande partie du patrimoine que les Bongos s'étaient amassés, que Sylvia, que la Young Team s'était amassé? Est-ce que ce n'est pas ce que nous vous disons depuis? N'est-ce pas encore vous les mêmes qui sortiez en disant non, nous racontons des histoires? La famille Tapoté, je vois que ça bug, hein? Si vous ne tapotez pas, comprenez que toute l'armée de cybercriminels qu'ils ont, à chaque fois que nous faisons des lives, ils signalent les lives. Donc moi, quand je vois que ça commence à bloquer, il y a une latence, ça veut dire qu'ils sont en train de signaler le live. Donc tapotez. Vous savez que je ne gagne pas d'argent, hein. Je ne vous demande pas de tapoter parce que je gagne de l'argent. Vous savez que je ne gagne pas d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, tapoter, c'est tout simplement pour contrecarrer les signalements des lives. Et ça nous évite, ça m'évite après d'avoir à reprendre ou à refaire un live. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Sur Facebook, tapotez. Voilà. Donc, je vous disais, mes frères, que... évite d'utiliser certains mots. Ah oui, merci, merci, oui, effectivement. Je vous disais que ce régime n'a fait que faire ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire, déjà les gens, c'est-à-dire tortor, hein, je vais parler comme ça parce que sinon, hein, si je dis tortor, vous comprenez ce que je veux dire, hein, pour ne pas dire torturer, voilà, tortor. Extorquer des informations par la contrainte physique et morale. Mais est-ce ce que le peuple gabonais a demandé? Est-ce que le peuple gabonais a demandé ce genre de pratique? Nous avons demandé tout simplement d'emprisonner ces personnes et de faire appliquer la loi. Croyez-moi, quelqu'un qui sait qu'elle risque de finir ses jours en prison, mais qui sait aussi que sa peine peut être amoindrie, cette personne est prête à parler. Parce que cette personne sait qu'en finissant ses jours en prison, tout l'argent qu'elle aurait pu amasser, tous les biens ne lui serviront strictement à rien. Donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, contraindre des personnes, les torturer,
les tortors, faire tout ce que vous faites parce que vous voulez récupérer de l'argent, parce que vous voulez récupérer des biens. Si vous le faites, si vous utilisez des moyens en violation de la loi, c'est parce que vous n'avez tout simplement pas, je dis bien, et je pèse mes mots, vous n'aviez tout simplement pas l'intention, dès le début, de faire appliquer la loi. Et la raison, elle est simple. Parce qu'en faisant appliquer la loi, comme l'a dit Maître Moubembe, hein, sur cette vidéo qui ressort, une vidéo passée, hein, qui a plus d'1 an, mais sur cette vidéo qui ressort, comme l'a dit Maître Moubembe, mais si le procureur de la République, si les autorités judiciaires faisaient tout bonnement appliquer la loi, mais ça aurait fait tomber des têtes. Ça aurait fait tomber des têtes en commençant par la présidence de la République. Ça aurait fait tomber des têtes. Je dis, vous qui êtes agent du Trésor public, dites-moi un peu. Parmi vous, qui parmi vous a vu Sylvia Bongo avec une mallette, avec des valises venir récupérer l'argent? Personne. Nous sommes tous d'accord. Idem pour Ali Bongo lui-même. Idem pour Noureddine Bongo. Mais pourtant, les mêmes autorités, Brice Clotaire Oligui et Saint-Jean les Boulpix, nous disent aujourd'hui que Sylvia Bongo a détourné de l'argent. Donc vous comprenez qu'en réalité, faire la lumière sur ces détournements de fonds, c'est mettre en place tout un système éprouvé par le vol. C'est mettre en place le système dont Yann Koubdje était à la tête. Et qui dit Yann Koubdje? Dit toutes les ramifications, bonjour au Canada, à Québec, à Montréal. C'est mettre à jour ce système de corruption, mais c'est mettre à jour toute la Delta Synergie. Donc en réalité, qui a intérêt? Oui, c'est mettre le rôle de BGFI dans toute cette transaction douteuse et j'en passe. Alors en réalité, comme l'a dit Maître Moubembe, pour ceux qui l'ont compris depuis le début, mais ils savaient qu'il n'y aurait jamais eu de jugement, jamais. Il comprendra, on nous a parlé de signature, de falsification de signature. qu'Ali Bongo était malade. Hein? Brice Clotaire Oligui lui-même a imité Ali Bongo qui, à cause de sa paralysie, était incapable de signer. Il nous a dit qu'il y a eu tous les décrets d'Ali Bongo étaient des décrets falsifiés. Mais pourtant, ça n'a pas empêché les uns et les autres d'emprunter des milliards au nom du Gabon, d'endetter massivement. Ça ne lui a pas empêché, lui, Brice Clotaire Oligui, de prendre ses fonctions en tant que commandant de la GR grâce à une signature falsifiée. Grâce à une signature falsifiée. Donc vous comprenez que cette affaire, juger Ali Bongo, juger Sylvia Bongo, juger Noureddine Bongo, c'était ouvrir la boîte de Pandore. C'était montrer aux Gabonais l'étendue du vol dont tous ont participé. Tapotez sur TikTok, la famille. C'est en train de bugger, là. Tapotez sur TikTok, c'est en train de bugger. Donc, vous comprenez, la famille, que juger véritablement, faire appliquer la loi véritablement, concernant Sylvia, concernant Ali, concernant Noureddine, c'est se tirer, c'était se tirer. Bonjour, bonjour mon grand frère Saturnin. Je t'ai taquiné, là, hein? Hein, mes cousins Pongoué, là. Bientôt, la Guinée va aussi venir dire que la pointe, c'est pour elle, là. Donc, bientôt, vous ne serez plus Gabonais, là. Ah, je te taquine. Donc, la famille, il faut comprendre que depuis le début, Brice Clotaire Oligui n'a jamais eu l'intention de rendre justice aux Gabonais. La première chose, c'est le sort qu'il a réservé à Ali Bongo. Il l'a mis dans une prison dorée, à résidence surveillée, en nous donnant comme prétexte qu'il est malade. Mais pourtant, allez-y à la prison centrale, vous verrez des gens agoniser. Vous verrez des gens qui ont le VIH, qui n'ont aucun traitement. Vous verrez des gens qui ont la tuberculose, qui ont la lèpre, là, à la prison centrale. Qui sont dans des conditions qui sont abandonnés à eux-mêmes. Allez-y à la prison centrale, vous verrez des gens qui ont perdu la raison, qui sont fous, qui sont un danger pour eux-mêmes et un danger pour les autres. Pourtant, le Gabon a signé les conférences de
comment dire, les différents protocoles, les différents droits soumettant le Gabon au respect des droits de l'homme, que ce soit de Genève, les conventions de Genève et j'en passe, de Rome et autres. Mais pourtant, ces conventions, là où je parle, sont constamment violées. Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, tu veux faire un coucou? Vas-y. On veut faire un coucou. Vous voyez, hein, elle s'intéresse de plus en plus à la question du pays. Donc ne vous étonnez pas que dans quelques années... bref, pas maintenant. Après on va dire je vous expose. Donc, vous comprenez que depuis le début, oui, elle, vous ne pouvez pas imaginer, elle est née prématurée, hein, je la tenais comme ça. C'est elle dont je parlais la dernière fois. Bref, c'est ma vie privée. Donc, je vous disais que rien que par son comportement, le pouvoir en place n'a jamais eu l'intention de faire appliquer la loi, de restaurer la dignité des Gabonais qui ont été tués, qui ont été volés, qui ont été martyrisés par Ali Bongo et tout le reste. Les preuves ont toujours été là sous vos yeux. Mais, omnibulés par un pseudo-changement qu'on vous a vendu, vous êtes là, oui, changement ceci, changement cela. Mais il est où ce changement? Il est où? Il est où? Parce qu'on nous parle de raison médicale pour Ali Bongo qui a fait en sorte qu'on ne le mette pas en prison. Mais au même moment, la même prison, je dis bien la même prison, comporte des gens agonisants de diabète, de tuberculose, de lèpre, de VIH. Il y a même des fous. Donc il faudra un peu nous expliquer, monsieur le procureur, et vous tous, toi, Boonpings, qui vient là dans ta vidéo nous parler de « Oh, Sylvia a le cancer ». Mais ils sont combien là-bas qui ont ça en prison? Ils sont combien? Ensuite, tu viens nous dire que Sylvia Bongo n'est pas n'importe qui. Que c'est quand même la femme du président d'un chef d'État. Tu viens nous dire... Oui, pareil pour moi, frangin, mais tu sais que je n'ose pas t'écrire, tu sais pourquoi? T'inquiète, t'inquiète, on se parle après. Celui qui... Enfin... Je ne sais pas si je dois le dire, mais... Enfin, je vais garder le silence. Ne fût-ce que pour ta sécurité. Je préfère ne pas... Donc, je vous disais que les mêmes, aujourd'hui, qui nous parlent de santé, sont les mêmes qui refusent. Sont les mêmes qui refusent d'appliquer, soi-disant, ce qu'ils ont dit. Boonpings, Sylvia Bongo a quel statut au Gabon, constitutionnellement? Tu peux nous dire? Oh, femme de chef d'État, femme de chef d'État, femme de ceci, cela. Mais n'est-ce pas vous qui avez dit devant tous les Gabonais que justice sera rendue? N'est-ce pas vous qui, pendant que les avocats de Sylvia Bongo venaient et parlaient de Sylvia, vous disiez non, que vous connaissez tout simplement une citoyenne gabonaise, Sylvie Aimée Valentin, qui est gabonaise? Aujourd'hui, vous nous dites qu'elle n'est pas gabonaise. Aujourd'hui, tu nous dis que Sylvia n'est pas gabonaise, qu'elle serait française. Que si vous l'avez libérée, c'est parce qu'elle a le cancer et puis parce que la France a mis la pression. Mais enfin, arrêtez de dire une chose et son contraire. Nous montons au créneau, nous dénonçons certaines choses, vous dites non, la justice gabonaise est indépendante, la justice gabonaise ne se soumet pas à la pression internationale. Et peu de temps après, vous dites, ah non, c'est une Française, la France a mis la pression, et puis c'est la femme d'un chef d'État, elle a commencé à rendre l'argent. C'est ça ce que dit le code pénal? Malheureusement, je me suis réveillé en retard. Parce que comme je dis, j'ai eu de l'insomnie. Je me suis couché à 6 h du matin en réalité. J'allais faire ce live en vous présentant ce que dit la loi en matière de détournement de deniers publics, en matière de haute trahison, en matière de trafic de drogue. Et ensuite, vous alliez nous expliquer, nous dire de quoi souffre Sylvia Bongo. Mais attendez, n'est-ce pas Sylvia Bongo qui était présidente fondatrice de la fondation Bongo Ndimba, qui recevait chaque année des milliards pour son ONG, qui était son ONG qui avait même rang de ministère, qui faisait dans la lutte contre le cancer, Boonpings. Toi, Boonpings, depuis les forêts du Congo. Oui, Cocotier. Toi, Boonpings, depuis le Congo, n'est-ce pas toi qui critiquais le vol de Sylvia Bongo à travers ses fondations, comme aujourd'hui nous le faisons pour Ma Bannière et Dorcas? N'est-ce pas
La salle de sport te va bien. Oui, 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 la famille, c'est... Je revis. Je revis encore que même là, je suis en train de paresser à nouveau. Mais vous en faites pas. Il me reste encore 10 kilos à perdre pour redescendre à 100 kilos. Hein, je suis passé de 137 kilos aujourd'hui à 110. Et ouais, ça... Bref. N'est-ce pas toi, Boon Pinks, qui critiquait le fait que la fondation Alice n'était qu'un écran de fumée qui servait à justifier les détournements massifs de fonds, hein, avec ce mouvement international que Sylvia s'était approprié, Octobre Rose. N'est-ce pas toi, Boon Pinks? Combien de Gabonais sont morts avec des soi-disant traitements de cancer là-bas à la maison d'Alice? Est-ce que vous le savez? Combien finalement, pour ceux qui ont pu avoir les moyens, combien ont dû aller en Afrique du Sud? Je connais personnellement des gens qui allaient là-bas à la maison d'Alice, des gens à qui on donnait des traitements contre le cancer alors qu'ils n'avaient pas de cancer. Je connais combien de personnes, oh c'est vrai les mots, désolé, combien de personnes avaient effectivement des cancers, mais on leur donnait le mauvais traitement et ont dû aller en Afrique du Sud parce que leur état empirait à cause des traitements de la maison d'Alice. Combien? Aujourd'hui, c'est vous qui nous dites que Sylvia a le cancer et qu'elle va se faire soigner à l'étranger. Mais vous aussi, pourquoi Boon Pinks? Pourquoi toi, Boon Pinks, tu acceptes ce travail ingrat? Pourquoi Boon Pinks, tu acceptes d'aller dans les ordures, d'aller mettre les mains remuer la merde, Boon Pinks? Pourquoi toi? Ils ont leur enfant. Pourquoi leurs enfants ne prennent pas leurs vidéos pour le faire? Boon Pinks, tu ne trouves pas que tu as suffisamment, tu t'es battu, tu as mis ta vie en danger, au point où aujourd'hui tu mets à nouveau ta vie en danger dans le mauvais sens? Les Brice Lothaire Oligui vous utilisent le peu d'aura qui vous reste, pour vraiment faire ça, ce genre de choses. Regardez vous-même quand vous vous exprimez sur vos pages, vos propres soutiens. Sur 100 commentaires, les 98 sont négatifs contre vous à cause de ça. Mais ayez même l'attitude des anciens pédégistes, de tous ceux-là qui nous combattaient. Regardez la majorité, ils sont silencieux. Ils sont silencieux. Mais qu'est-ce qui te pousse, Boon Pinks, à prendre ton téléphone et à venir te mettre en avant de façon négative comme ça? Qu'est-ce qui te pousse, Boon Pinks, à ça? Mais essaye un peu de t'asseoir et de comprendre comment fonctionne la politique. Parce qu'à chacune de tes sorties, croyant bien faire pour ton Dieu, et là encore, ce n'est pas une insulte, c'est toi, Boon Pinks, qui est venu maladroitement dire qu'après ta mère, c'est Oligui ton Dieu sur terre. Parce qu'il t'aurait sauvé, il t'aurait enlevé de la brousse du Congo où tu étais. Mais Boon Pinks, même ça, ça ne se dit pas. Aujourd'hui, tu es un homme politique. Voilà le genre de choses que tu sors. Tu es un homme politique, voilà le genre de choses que tu sors. Et quand aujourd'hui on te voit défendre Oligui bec et ongles, on comprend qu'effectivement, c'est ton Dieu. Quand on va faire des posts en disant le Dieu de Boon Pinks, tu vas dire on te manque de respect, on t'insulte, alors que c'est toi-même qui le dis. Mais Boon Pinks, essaye d'apprendre. Aujourd'hui, tu fais de la politique. Comme j'ai dit à l'autre, à Fumboula, aujourd'hui, vous faites de la politique. Vous représentez votre patron. Mais tournez vos langues 7 fois avant de parler. Parce qu'en croyant bien faire, tu es venu confirmer qu'effectivement, depuis plusieurs mois, comme les activistes le disaient, vous faisiez de l'extorsion de fonds. Vous ne récupérez pas l'argent pour l'État gabonais. Je dis, vous faisiez de l'extorsion de fonds. Parce que récupérer des biens, soi-disant appartenant à l'État, et les revendre, alors que nous étions en période de transition, vous n'aviez pas ce pouvoir, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on récupère, lorsque la France ou les États-Unis récupèrent des biens, ça rentre au trésor public. C'est consigné dans des livres. C'est-à-dire qu'on peut faire une traçabilité de tout l'argent qui a été récupéré au cours de contrôle fiscal et autres et autres. Mais vous, vous continuez de vous comporter en voyous. Vous prenez des voleurs, vous les torturez. Vous torturez leurs enfants. Vous prenez cet argent, vous faites on ne sait trop quoi. Et ensuite vous libérez. Vous dites, oh non, les routes que vous voyez là, c'est grâce à l'argent du vol qu'on a pris. Mais la loi
Oui, ah, vraiment, désolé. Vous savez, je ne suis pas habitué avec les restrictions là de TikTok. Mais je vais essayer. Merci Esther pour ce rappel. Depuis des mois, nous ne faisons que vous dire que les travaux que vous faites là ne sont pas issus du budget de l'État. Mais pourtant, vous avez emprunté énormément d'argent. Vous avez eu un budget que même Ali Bongo n'a jamais eu, plus de 4300 milliards. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? On ne sait pas. Au même moment, vous avez récupéré les milliards et les milliards récupérés à Sylvia, à Noureddine, à toute la bande, au Yann Goulou. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr que les Gabonais voient, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez désormais des grandes maisons, des grands palaces. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes passé de 90 kilos à 120 kilos. Mais vous refaites exactement ce que la Young Team a fait. Vous saisissez leurs biens. Il y a la justice est en cours, il y a des informations judiciaires en cours. Avant même que la justice ne se soit prononcée, vous avez pris leurs biens, les véhicules saisis, les maisons, vous avez dilapidé. On appelle ça comment? Dans n'importe quel pays, dites-moi comment on appelle ça. Monsieur le procureur, comment on appelle ça? Monsieur le ministre de la Justice, il y a quelques mois, quelques dizaines de mois, vous étiez très chaud pour critiquer le pouvoir quand vous étiez opposant. Monsieur Akouré Dava, un monsieur que je respecte beaucoup. Mais aujourd'hui, vous êtes au devant de la scène, vous êtes un homme politique, vous n'êtes plus dans l'opposition. Monsieur Akouré Dava, dites-moi, que dit la loi, que dit la justice? Que dit la justice? Parce que vous n'allez pas ici évoquer la raison d'État. Ni vous, ni le général Oligui va évoquer la raison d'État pour maquiller tout le recel que vous faites. Donc dites-moi, vous qui chantez tout le temps, mon grand frère Jules Bertrand, oh c'est la 5e République, les choses ont changé. Dites-moi qu'est-ce qui a changé? Parce que dans une république où la loi est appliquée, où il y a des informations judiciaires, tu es accusé de vol, tu es accusé de détournement, tu as volé ci, tu as volé ça, ok, on saisit tes biens à titre conservatoire. Ton argent repart au trésor public, même si l'État pour ses besoins utilise cet argent, mais officiellement on sait qu'il y a tant au trésor public et qui ont été saisis. On ne dit pas que, voilà, il y a tel député qui a besoin de voitures, allez, on va prendre les voitures des Océnies, on distribue. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait? Oh, c'est l'argent du Gabon. Oui, c'est l'argent du Gabon. Mais pour remettre ces biens dans le circuit, si je peux m'exprimer ainsi, il y a des canaux officiels. Vous devez attendre la fin de la procédure judiciaire. Vous devez attendre qu'il y ait une condamnation. Et là, à ce moment, les juges pourront dire, voilà, on vous condamne à rembourser tant, on vous condamne, on saisit vos biens, l'État récupère ses biens, etc., etc. Il y a toutes les procédures. Comme je vous ai dit, tous les cas de figure en République gabonaise existent dans notre loi. Maintenant, vous, général Oligui, vous qui commandez toutes ces gens, toutes ces personnes, vous, les ministres, vous, monsieur Akouré Dava, comme je l'ai dit à l'autre, mais vous êtes comptable aujourd'hui du vol au sommet de l'État. Si demain il y a un coup d'État contre vous et que cette personne vient, regarde ce que dit la loi et ce que vous avez fait, mais vous connaîtrez la même prison que Sylvia Bongo et le reste. On ne dira pas, oh, c'est le général Oligui qui m'a dit de faire. Non, mais on vous dira, mais le général vous a dit, mais que dit la loi? Que dit la loi? Nous, activistes, nous vous disons depuis le début, vous dites que vous êtes venus pour le peuple, mais restaurer la dignité du peuple, mais c'est restaurer l'application de la loi. Ce qui détruit les États, mais c'est le non-respect de la loi. Je me rappelle, le ministre Malgoa Gambia avait été accusé et reconnu coupable d'avoir détourné des milliards et des milliards, des dizaines de milliards à l'époque de la NGT, etc. Lui-même, il a dit qu'il était payé, je crois, il avait un salaire de 500 millions de francs CFA. Quel travail il faisait pour avoir ce salaire, je ne sais pas. Mais Malgoa Gambia, après cette condamnation, après tous les milliards volés, a été condamné à rembourser à l'État gabonais 100 millions de francs CFA. Je me rappelle au dialogue que nous avions évoqué, parce que rappelez-vous, la commission dans laquelle j'étais, justice, droit et liberté. Nous avions épluché tous les vœux des Gabonais de voir toutes ces personnes condamnées.
de voir un cadre législatif évoluer pour que ces personnes ne passent pas entre les mailles du filet. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pourquoi ma grande colère quand je suis sorti en larmes en vous disant, mais ce qu'on vous présente, le travail que nous avons fait a été vidé de sa substance. Vous vous rappelez de ça, de cet épisode? Ça fait 1 an aujourd'hui. Vous vous rappelez que j'étais monté au créneau alors que je pouvais faire comme les autres, me taire et aller à la mangeoire. Je vous avais dit qu'ils ont vidé le travail que nous avons fait de toute sa substance. Aujourd'hui, vous réalisez pourquoi? Pourtant, nous avions évoqué les Ali Bongo, les Akrombessi, tous ces gens. Mais vous avez vu qu'ils ont soigneusement retiré tout ça pour éviter que ces gens ne soient jugés. Vous avez vu comment, depuis le début de son magistère, je dis même magistère, c'est trop dire, depuis qu'il a pris le pouvoir par les armes, le général Oligui a refusé. Il a d'abord gardé le silence avant de prendre la parole ouvertement en disant que ce n'est pas le temps de parler des morts du QG. Mais pourquoi? Mais parce que, David, demande-lui de diminuer s'il te plaît. Ça me déconcentre un peu. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, la famille, en ouvrant encore une fois le dossier judiciaire concernant les morts, concernant les djas du QG de M. Ping, ben c'était en même temps se tirer une balle dans le pied. C'était dénoncer tout ce qui constitue aujourd'hui les forces de défense et de sécurité. Toutes ces personnes qui savent ce qui s'est passé, toutes ces personnes qui savent exactement combien de djas il y a eu, toutes ces personnes qui savent exactement où sont enterrées les personnes qui ont été djas. Où les preuves ont été... voilà. Ils se tiennent tous les uns les autres. Les politiques tiennent les militaires qui eux-mêmes tiennent les politiques. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'il puisse arriver dans une république pareille? Rien du tout. La continuité de l'impunité. Je te protège, tu me protèges. Et si tous sont d'accord que tout ça là, c'était du fait de la tête d'Ali Bongo de Sylvia, et que c'était eux les exécutants, mais qui vous croyez qui va être jugé? Maître Moubembe vous l'a dit avec le sourire, parce que nous autres qui comprenons et qui voyons, on vous dit les choses. Mais comme ils savent que vous êtes des personnes émotives qui refusaient de vous cultiver, voilà pourquoi vous nous insultez et après vous revenez, ah, vous aviez raison. Mais oui, nous avons souvent raison nous avons tort d'avoir raison trop tôt. Oui. Nous avons raison d'avoir tort, nous avons tort d'avoir raison trop tôt. Toute la semaine dernière, nous avons assisté à une mascarade. Il a fallu que nous, activistes, nous vous disions, Sylvia, non seulement n'est pas à la prison centrale, mais elle est dans les sous-sols de la présidence. Ils sont sortis, ils nous ont insultés. Et vous voyez que quand ils font leur sortie, jamais ils ne viennent avec des arguments. Ils viennent nous insulter, nous, nos personnes. Nous sommes corrompus, nous sommes voleurs. Oh, nous sommes des personnes aux mœurs légères. Et autres, et autres, et autres. Ils détournent l'attention comme ça. Mais pourtant, ce sont eux qui insultent père et mère, qui ont des hautes responsabilités, mais qui insultent père et mère. Jamais ils ne sont rappelés à l'ordre nommément par un procureur de la République, par leur hiérarchie. Jamais ils ne sont mis à pied. Jamais. Mais, sur la télévision nationale, vous verrez quand même que la télévision nationale va organiser des reportages contre nous, activistes. Mais jamais cette télévision ne fustigera ces activistes du ventre qui sont au Gabon, qui insultent père et mère. Ça, c'est normal dans leur république. C'est normal. C'est-à-dire que moi, Rekula, aujourd'hui, si par, je ne sais pas, un choc neurologique, j'en viens à devenir une personne de ce pouvoir, il suffira qu'une fois au Gabon, j'insulte père et mère de tout le monde en me revendiquant le général Oligui, ça me sert d'immunité. Voilà notre justice. Nous avons que lorsque nous disons quelque chose, ils disent que nous mentons, ils nous menacent de poursuites judiciaires. Quand les journaux quand ces journaux internationaux disent exactement la même chose, mais vont même plus loin dans les détails, ça passe comme crème à la poste. Jamais je n'ai entendu la présidence dire « Nous allons porter plainte en diffamation contre tel journal, contre Le Monde,
contre Jeune Afrique, contre TF1, contre... Jamais. Par contre, vous allez voir, oh, les activistes ceci, là, cela et autres. La télévision, les activistes disent Sylvia est sortie. Sylvia n'est plus dans les sous-sols de la présidence. Elle est en résidence surveillée. Ils envoient leurs activistes dire oh, c'est des menteurs, c'est des aigris. Quand Jeune Afrique dit la même chose, c'est silence radar. Quand les activistes montent au créneau, vous montrent les images pour vous dire Sylvia a quitté le Gabon avec sa famille, des activistes sortent en disant oh, ce sont des vieilles images, c'est quand ils étaient en Angola, c'est vieux. Ils sortent, l'Union, leur journal, leur organe principal de propagande, vient dire oh non, elle est en résidence surveillée. Après le même journal, après que nous ayons dit preuve à l'appui et que la télévision, les médias internationaux nous montrent et disent ce qui se passe, les mêmes viennent nous dire maintenant, le procureur sort pour nous dire Sylvia en liberté provisoire. Liberté provisoire? Ah bon? Là encore, débat entre juristes. Bon, on nous annonce, elle est libérée pour des raisons de santé. Elle serait malade. Ali Bongo serait malade. Noureddine Bongo serait malade. Mais on ne dit pas de quelle maladie il s'agit. Quoi? Là, curieusement, il y a le respect des droits de l'homme, il y a le respect, il y a le secret professionnel. Mais pourtant, ces mêmes droits de l'homme sont continuellement bafoués par ceux qui sont dans les mêmes conditions à la prison centrale. On ne vient pas nous dire quelle est cette fameuse maladie qui a subitement attrapé Sylvia et Noureddine. Quoi? Noureddine aussi a attrapé un cancer. Quoi? Les cancers s'attrapent maintenant comme le palu à la prison centrale. Mais je vais vous dire une chose. À un moment, quand il y a un toit élevé de cancer sur des personnes qui étaient bien portantes, c'est qu'en réalité, les causes sont ailleurs. Vous savez par exemple que les cancers, ça se crée. Vous le savez. Qu'en quelques mois, quelques semaines, on peut créer un cancer. En quelques jours même. Exposer un être humain, un organisme, Nicolas Retza. Exposer un organisme à des poisons crée des cancers. Exposer un organisme à de la radiation crée des cancers. La radiation, l'empoisonnement, c'est quoi? Ne pensez pas que l'empoisonnement, c'est toujours la poudre de la panthère dans votre nourriture, hein, les amis. L'empoisonnement, c'est exposer quelqu'un, par exemple, à un objet métallique, un couteau, mais qui est radioactif, par exemple. Je pense que vous n'oubliez pas que le Gabon est quand même un grand producteur d'uranium et d'autres matières extrêmement cancérigènes. Je crois qu'il ne vous échappe pas qu'aujourd'hui, preuve a été faite que des grandes puissances internationales peuvent déclencher le cancer de leurs opposants en l'espace de quelques jours. En les exposant à des substances radioactives telles que le polonium-211, des dérivés de l'uranium et autres. Le polonium, bon, qui n'est pas un dérivé, mais qui est aussi une substance aussi diabolique que l'uranium. Donc aujourd'hui, il est facile, mais alors là, facile pour des gens machiavéliques d'empoisonner quelqu'un, d'un opposant. Il suffit qu'on vous prenne, qu'on vous mette en cellule, qu'on vous fasse manger par exemple avec des instruments radioactifs, et c'est fini, vous êtes empoisonné. Vous allez, dans les jours qui suivent, voilà, agoniser là où vous voulez, et naturellement on dirait, c'est un cancer. Brice, Lacruche Alianga est rentré bien portant, il est sorti de la prison avec un cancer du côlon. Tout le monde sait ce que c'est que le côlon. Et tout le monde sait que certains sévices peuvent faire en sorte que, voilà, déclencher un cancer. On nous a même parlé de Bertrand Zibi aussi. Donc, subitement, tantôt on nous dit Noureddine a le tympan percé. À d'autres moments, on nous dit non, il lui aussi souffrait de cancer. Mais à un moment donné, vous prenez les Gabonais pour qui? Et vous, Gabonais, qui vouliez la liberté? Oui, Ahmed Bakayoko, tous, on connaît. L'autre, comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko, Ouattao, on connaît les maladies soudaines, subites. Donc vous là qui êtes aujourd'hui les soutiens d'Oligui, vous savez, et c'est là où souvent vous ne comprenez pas notre position. Nous ne sommes pas là pour supporter un individu, pour combattre un individu, mais pour combattre un système. Voilà pourquoi avant même que je ne sois en exil, lorsque Bla était torturé,
je m'étais rendu au palais de justice pour voir dans quelles conditions se passait le procès, pour voir dans quelles conditions il était. Oui, pourtant, c'est quelqu'un avec ces gens qui m'ont combattu. Hein? Vous comprenez? Et ce jour-là, j'étais saisi, j'avais tellement mal, j'avais tellement pitié de voir quelqu'un abandonné. Hein? Tous les milliers de Gabonais qui juraient sur bla ou rien, qui juraient, ils n'étaient pas là. Hein? Ce jour-là, il y avait peut-être 2-3 membres de sa famille. Et ce jour-là, quand Bla rentre, la première chose, Brice, la cruche Alianga est là. Si ce que je dis est faux, demandez-lui. La première chose qu'il a voulu faire lorsqu'il est rentré, lorsque je sais pas comment on les appelle, hein, le jury, non, le procureur, la présidente du tribunal, tout ça, et les autres magistrats, juges sont rentrés. La première chose qu'il a voulu faire, c'était parler des tortures qu'il subissait en prison, sous mes yeux. Vous savez ce qui s'est passé? C'était une femme qui était présidente du tribunal. Cette femme a dit à Bla, devant toute l'assistance qui était là, qu'elle n'est pas là pour écouter ce qu'il subit là-bas en prison. Que s'il subit, il n'a qu'à porter plainte. Non. Et ce jour-là, Bla rentrait. Il avait un abacos. Vous savez les abacos qu'il aimait porter. L'abacos était délavé, était froissé. Quand il marchait, il flottait totalement dans ça. J'ai vu ça de mes yeux, mes frères. De mes yeux. Donc c'est pour vous dire hein, que même à votre pire ennemi, il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Donc quand certains d'entre vous vous dites, oui, Sylvia a tué, oui, Sylvia a fait ci, oui, ils ont fait ça, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas là pour venir prendre leur part, je ne suis pas là pour dire, voilà, ils doivent... Non, je suis là pour dire que s'ils doivent faire 10 ans de prison, ils doivent les faire. Mais dans les conditions prévues par la loi. On ne peut pas avoir combattu des criminels et se comporter comme eux. Surtout que ceux qui se comportent comme eux, c'était ceux qui étaient leurs bras armés. Comme je le dis toujours, oui, Sylvia et Ali ont tué. Mais quand on dit tuer, on parle de la responsabilité politique. Mais qui tuait physiquement? Quelqu'un a vu Ali avec une Kalachnikov, avec un M16 au... Ah, tué, excusez-moi, pardon les mots. Quelqu'un a vu Ali, Sylvia Noureddine avec des Kalachnikov, avec des M16 aller déjà les Gabonais au QG de M. Pin? Quelqu'un a vu Ali, Sylvia dans les hélicoptères qui surveillaient les manifestations? Où on nous dit qu'il y a eu des meurtres à travers qu'il y a eu des jets qui se sont peut-être produits à travers ces hélicoptères? Quelqu'un a vu Ali ou Sylvia à Rio avec leur Kalachnikov aller déjà les Gabonais? Mais enfin, quand on veut la justice, mais on applique véritablement la justice. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire exactement ce que vous reprochez à nos bourreaux d'hier, c'est-à-dire pratiquer la torture, c'est-à-dire ne pas respecter la loi, instrumentaliser la justice, faire de l'extorsion de fonds, du détournement de deniers publics. Vous ne pouvez pas. Ali Bongo a tripatouillé la Constitution. Vous avez fait pareil. Vous avez organisé des pseudo-rencontres pour vous donner les pleins pouvoirs. Mais est-ce qu'Ali ne faisait pas ça? Est-ce que lorsqu'Ali s'adressait au monde entier, est-ce qu'il ne disait pas que j'ai été élu par le peuple gabonais? Si je change la Constitution, c'est parce que le peuple gabonais m'a donné ses pleins pouvoirs? Est-ce que c'est pas ce que vous faites aujourd'hui? Vous vous croyez malin quand vous dites, voilà, vous êtes élu, vous faites parce que c'est le peuple? Mais les faits sont là. Si c'était le peuple et que vous étiez des gens véritablement qui étaient là pour la démocratie et autres, mais vous ne feriez pas les choses dans l'illégalité. Vous ne seriez pas dans l'illégalité. Mais comme vous êtes habitué à la mafia, aux choses louches, mais entre mafieux, c'est le mafieux le plus fort qui l'emporte. Et ça, vous l'avez compris. Voilà pourquoi vous avez très tôt décidé de torturer les uns et les autres, sachant que vous ne les jugerez jamais et sachant qu'ils partiraient en exil doré en France, au Maroc et à Londres. Voilà la réalité. Et dans tout ça, les moins chers de l'histoire, c'est qui? Mais c'est les Massassa. Bientôt aussi, les Océnies. Francis, c'est Francis, hein, ou François Talon, enfin je ne sais plus. Le président Talon du Bénin. Bientôt,
il se rappellera aussi qu'il a des compatriotes dans nos geôles et il viendra aussi les prendre. À ce moment, vous vous rappellerez que là, on nous dira que, ah tiens, les Océanies ne sont plus Gabonais de souche, machin, etc., que ce sont des frères de pays limitrophes. Et là, vous invoquerez aussi ce que vous dites, raison d'État. Mais quelle raison d'État? J'ai entendu mon frère, mon aîné Jules Bertrand Mekam parler de ça. Que non, c'est pour la sécurité du Gabon qu'ils sont sortis. Mais expliquez un peu aux Gabonais, quelle sécurité? Puisque vous dites que vous avez récupéré tout l'argent qu'ils ont détourné. Donc vous avez peur de quoi? Puisqu'on sait que c'est avec l'argent qu'on retourne les généraux. C'est avec l'argent qu'on crée, qu'on alimente des milices. Mais vous nous dites en même temps que vous avez tout récupéré. Donc, ça mettait l'intégrité du Gabon en danger. En quoi? Vous dites que la justice est indépendante. Le général Oligui l'a dit devant les envoyés de la France, devant ces journalistes. Mais enfin, vous ne pouvez pas dire une chose lundi et son contraire le mardi, enfin. Donc de quoi vous nous parlez? De quelle sécurité? De quelle sécurité? Le général Oligui a dit qu'il est préparé, c'est un militaire. Que le coup d'État même qu'il a fait va être enseigné dans les écoles militaires. Comme si dans les écoles militaires, on enseigne les coups d'État. Je sais qu'on enseigne les tactiques militaires. Et c'est cette tactique a ajouté à la corruption, aux milliards qui ont été sortis le 29 août du Trésor public, que c'est grâce à ça qu'ils ont pu soudoyer les uns et les autres. Ça, on le sait. Et que malgré ça, il a dû se justifier face à la GR et aux autres, expliquer pourquoi il a fait le coup d'État. Mais vous venez nous raconter tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et puis les Gabonais gobent ça, ça gobe, ça continue de gober. Quelle république on veut? On veut une république véritablement qui se développe ou on veut une république qui continue avec des groupuscules mafieux? Je ne suis pas là pour dire que les autres pays sont parfaits, mais dans les autres pays, il y a un minimum. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Vous allez continuer comme ça à mépriser le peuple gabonais pendant combien de temps? Pendant combien de temps vous allez continuer à mépriser le peuple gabonais? La restauration de la dignité du peuple gabonais. Mais c'est comme cette sœur, notre sœur Aïcha, qui pour beaucoup, vous êtes là, vous la voyez comme une hystérique, comme une folle, mais c'est quelqu'un de traumatisé. C'est quelqu'un qui a vu des dizaines de personnes tomber sous ses yeux, agoniser sous ses yeux. Est-ce que vous le savez? Je vais vous faire une petite confidence. Quand j'étais au dialogue, quand j'étais au Gabon il y a 1 an, comme vous le savez, hein, je suis toujours dans l'optique de documentaire, de recueil de témoignages et autres. Et puis j'étais censé recueillir le témoignage pour ici, hein, les institutions judiciaires internationales et autres. J'étais censé recueillir le témoignage d'Aïcha, que vous avez vu là, qui a attaqué Georges Paga, qui. Et Aïcha m'a appelé. On devait se voir, je crois, un samedi matin. Elle m'a appelé dans la nuit. En fait, c'est sa famille qui m'a appelé. Parce qu'elle venait de faire une crise. Ça n'allait pas. Elle venait de faire une crise. Ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que pendant qu'il y en a aujourd'hui qui ont le ventre rassasié, qui peuvent faire des lives comme Boom Pinks dans de belles voitures avec des jolis pins, soit francs-maçons ou rosicruciens, je ne sais pas. Et puis ce sont libres, hein, les libres de rentrer où ils veulent. Là n'est pas le problème. Certains peuvent montrer aujourd'hui qu'ils ont beaucoup d'argent, mais vous oubliez que ce régime a détruit les vies de personnes. Qu'il y a, les garçons, qu'il y a les personnes qui sont mortes, qui sont déjà, et il y a les personnes qui sont vivantes, mais qui intérieurement sont détruites. Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est souvent dans certains pays, hein, les pays occidentaux, là. C'est ces personnes que vous voyez souvent, le stress post-traumatique. Vous les voyez, vous entendez un jour que quelqu'un s'est levé, voilà, trop de problèmes, il a pris une arme et puis voilà, il allait dans une école où il allait faire ça. C'est ça, là, que vous voyez. Mais nous, Africains, nous avons cette capacité à ne pas franchir de ne pas commettre l'irréparable. Nous parlons et nous parlons encore, comme je suis en train de faire. Et comme le dit l'adage, le chien qui aboie ne mord pas.
Nous ne faisons que parler, exprimer notre douleur, exprimer ce que nous voulons, nous exprimons. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que nous réduire, que nous rabaisser, que nous insulter. Qu'est-ce que ces victimes-là n'ont pas fait? Ils sont allés, ils ont exprimé, RIP, ok. Ils ont exprimé leur douleur. Ils se sont regroupés. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Vous leur avez tourné le dos. Vous leur avez tourné le dos. Mais pourtant, vous dites que vous êtes là pour restaurer. Les premières personnes qui ont été restaurées de cette affaire de coup d'État, c'est qui? C'est les Michel Essongué. C'est comment il s'appelle, qui est pourchassé aujourd'hui? C'est les Opianga. Voilà les premières personnes qui ont été restaurées. Voilà les personnes qui, en réalité, peuvent dire qu'elles ont été restaurées dans leur dignité. Les pédégistes. Tous ceux qui avaient été écartés par Ali, qui avaient été écartés par les collégiens, voilà ceux qui ont été restaurés. Mais ceux qui ont souffert dans leur chair. Ceux qui étaient les petites mains de ces partis politiques. Quand les leaders politiques de l'opposition appelaient « Ah, on va !» que les jeunes de l'Union nationale allaient sur le terrain, que les Barack Obama, pendant des années, allaient sur le terrain. Toutes ces personnes sont où aujourd'hui? Elles sont là, abandonnées à elles-mêmes. Voilà la réalité. Barack Obama a été restauré. Toutes les petites mains, les militants, l'Union nationale, machin, ils sont où? Tous ceux-là qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de grande famille, ils sont où? Je prends le cas de Barack Obama, impliqué depuis l'université. Il n'a pas pu terminer ses études à cause de la politique, à cause de l'emprisonnement. Kelly Ondo fait sa tentative de coup de la libération. On le prend, on le torture. Barack Obama, on le torture comme c'est pas possible. On fait le tapage, ok, il est libéré. Barack Obama est où aujourd'hui? Est-ce que vous voyez Barack Obama faire le kunabélisme? Il a regardé, il a dit, bon, je reste de mon côté. Il est où aujourd'hui? Mais c'est d'autres personnes qui étaient même à des milliers de kilomètres. Ce sont eux aujourd'hui qui récoltent les fruits de ce soi-disant changement. Ceux qui ont vécu dans leur chair, ceux qui ont été les motifs pour que certains aillent sur l'aspect international en disant qu'il y a eu des pratiques. Ceux qui ont été le faire-valoir pour que Laurence Ndong puisse dire qu'il y a eu plus de 500 djas, etc. Toutes ces personnes qui se sont mis au premier plan, elles sont écrasées, elles sont marginalisées. Donc, qu'aujourd'hui certaines personnes, à cause de la rumeur ou à cause de ce qu'on leur aurait dit, sortent des propos sous la colère, je vois aujourd'hui mon grand frère Georges Paga qui vient porter plainte à Aïcha par rapport à ce qu'elle dit. Mais mon grand frère Georges Paga, je préfère te dire, parce que tu sais que j'ai toujours eu ce langage franc avec toi. Même lorsqu'il y a eu des actes peu légaux, lorsque nous étions dans le dossier Perenco, lorsque Perenco a tenté de nous soudoyer avec la présidence de Sylvia, Georges, tu sais pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi j'ai dit non? Mais mon grand frère Georges, Aïcha est venue, a dit oui, tu aurais touché de l'argent, oui, ceci, cela. Avant ça, c'est Raymondais. Mais Georges, est-ce que tout ceci serait arrivé si vous tous, vous auriez estimé qu'il fallait d'abord que le peuple s'asseye et que nous sortions les démons des placards? Aujourd'hui, c'est vous qui êtes forts. C'est vous qui pouvez saisir les procureurs, les huissiers pour porter plainte aux gens. Parce que quoi qu'il en soit, la justice est de votre côté. La justice est avec vous. C'est vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir, mon grand frère Georges. Gilda Siloko, Janky et Man ont été tués. L'une des vidéos l'une des vidéos montrant son assassinat au PK7, au PK6. Je l'ai rendu public, mon grand frère Georges. Tu es sur la plainte que nous avons déposée avec Privan Ngomo, avec Fortuné Edou, et je crois qu'Éric Otete aussi est dedans. Mon grand frère Privan Ngomo est à la vice-présidence de la République. Toi, mon grand frère Georges Paga, tu es
une personnalité au Conseil économique et social. Tu te présentes aujourd'hui, tu quittes la société civile. Bon, après, je ne sais pas si tu quittes la société civile, mais aujourd'hui, te voilà en pré-campagne pour les élections dans la région d'Omboué. Tu es quelqu'un qui marche, qui danse avec le général Oligui. Tu as une position que tu n'avais pas hier. À aucun moment, je ne t'ai vu faire de déclarations parce que tu continues de faire des déclarations, mon grand frère Georges. Et tu sais que je te parle toujours, je t'ai toujours parlé avec respect, je ne t'ai jamais manqué de respect. Mais jamais tu n'es venu, tu as utilisé ta position aujourd'hui pour que ce dossier concernant l'assassinat, le dja ou le kill de Gilda Siloko, que justice soit rendue. Aujourd'hui, je dis bien, c'est Aïcha dont on porte plainte. Tu penses, mon grand frère Georges, même si avec la colère, il y a des choses qu'elle a dit qu'elle ne devrait pas dire, mais ne penses-tu pas que cette colère pourrait être justifiée? Elle a vécu des choses au QG. Elle a vu des gens tomber sous ses bras. Elle-même, elle est extrêmement traumatisée. Je l'ai vécu en pleine crise. En pleine crise, je devais l'interviewer. Ça n'a pas pu se faire parce qu'elle était dans un autre monde. Ne la voyez pas parce que vous la voyez là. Elle ne va pas bien. Et la guérison commence par le pardon. Libérez le pardon des personnes qui ont été déjà. Libérez le pardon des personnes qui ont subi dans leur chair. Vous négligez, vous dites, bien de la nation, fallait libérer Sylvia. Non. Donc, c'est-à-dire que vous reconnaissez que ce que vous dites est faux. Vous reconnaissez alors qu'ils ont toujours été une menace, mais que, voilà, vous vous en foutez parce que vous-même, vous êtes protégé. Parce que la GR est là autour de vous, donc vous vous sentez protégé. Mais le petit peuple, est-il protégé? Mon grand frère Georges, tu as fait la prison. Tu as été torturé. Sous Omar Bongo, tu as fait la prison centrale. Sous Ali, au QG, tu as été pris, mis dans une pièce. Je ne vais pas décrire ces conditions. Nous avons été sur le terrain dans le cadre de la société civile. Nous avons dormi dans les mêmes chambres, dans des conditions. Nous avons été pourchassés par les forces de défense et de sécurité au nom d'Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, plutôt que de comprendre la douleur des uns et des autres, parce que oui, elle aurait peut-être diffamé ou elle n'aurait pas les preuves de ce qu'elle dit, parce qu'on aurait dit, mais je pense qu'avec ton parcours et avec ce que tu as subi, mon grand frère Georges, tu n'aurais pas dû franchir le pas. Mon grand frère Georges, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai là le dossier du trésor public. J'ai vu par exemple que tu as touché des sous du trésor public. Ou du moins au conditionnel, parce que j'ai parlé au conditionnel. Mais au moins des preuves, des éléments que j'ai. J'ai vu que tu as quand même touché ces sous et beaucoup d'autres membres de la société civile. J'ai pris le soin d'appeler certains, qui m'ont même confirmé leur numéro matricule. Beaucoup d'entre vous ne diront pas que j'ai un pouvoir, que je suis devin, où je peux imaginer dans les détails le numéro matricule des uns et des autres, ou le numéro 9999 qu'on attribue à ceux qui ne sont pas fonctionnaires, que je vais avoir le numéro des opérations bancaires, que je vais avoir le numéro du guichet où ça a été fait, le nom du comptable, etc., etc. Vous n'allez pas dire que j'ai inventé tout ça. Mais pourtant, malgré tout ça, raison gardée, je ne suis pas monté t'attaquer ou dire voilà que tu es corrompu ou quoi. Non. Mais pourquoi aujourd'hui vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Plutôt que d'aller vers ta petite sœur, comprendre sa colère, d'aller vers ta petite sœur, comprendre sa colère et lui expliquer aussi ta colère, le fait qu'effectivement personne ne souhaiterait qu'on parle de lui, qu'on dise des choses qui ne sont peut-être pas avérées. Non, c'est encore la force. Donc vous voulez encore la punir doublement. Même s'il est avéré, là, je dis bien, hein, je parle au conditionnel, même s'il est avéré qu'une partie de ce qu'elle a dit est faux, n'est pas vérifiable, n'est pas vrai, donc vous allez faire quoi? Lui demander qu'elle doit payer, qu'Aïcha doit payer des dizaines de millions en compensation, ou alors qu'elle aille en prison pour ça? Mais c'est quand même indécent de votre part. Vous refusez de rendre justice à ces gens. Ces personnes se sentant faibles, se sentant abandonnées par vous tous de la société civile, vous tous des partis politiques. Voilà qui commettent des erreurs, comme vous-même vous commettez des erreurs, et vous voulez vous en prendre à eux? Mais je dis demain, là, s'il y a un véritable patriote qui prend le pouvoir, mais vous pensez que vous tous, qu'est-ce que vous deviendrez? Vous tous, qu'est-ce que vous deviendrez?
Vous tous qui préférez fermer les yeux pour accéder, les uns devenir députés, les uns devenir... Si vous tous, s'il y a un véritable coup d'État, comme l'a fait Assimi Goïta ou Ibrahim là-bas au Burkina, vous pensez véritablement que vous tous vous deviendrez quoi? Voilà pourquoi on vous a dit, et je ne fais que vous redire, monsieur Oligui, une véritable conférence nationale s'impose. On ne peut pas faire revenir ceux qui sont déjà, ceux que vous avez déjà. On ne peut pas. C'est pas possible matériellement. Mais vous pouvez au moins, on peut au moins faire notre examen national. On peut au moins se dire, nous avons réalisé, commis des erreurs. Même s'il faille accorder le pardon à Sylvia, oui, c'est possible. Malgré tous les crimes, d'accorder le pardon à Sylvia, à Noureddine, à toutes ces gens, et même à vous. Est-ce que les Gabonais ne vous ont pas accordé le pardon, vous qui êtes à la GR? Est-ce que les Gabonais ne vous ont pas accordé le pardon? Est-ce que les Gabonais n'ont pas accordé le pardon au Baobam, à Jean Ping et autres? Mais faites les choses dans les règles de l'art. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec vous. Vous portez plainte, oh, huissier de justice. Mais où est cette même justice? Moi, j'ai plein de plaintes là-bas au Gabon. Les commandos qui sont venus détruire chez moi, chez ma mère, les tentatives d'assassinat. Pourquoi ces plaintes ne prospèrent pas? Et c'est vos plaintes aujourd'hui qui prospèrent. Où est la justice? Vous faites comme l'ancien pouvoir, qui parce qu'on n'était pas d'accord avec eux, nous pourchassait. Est-ce que le général Oligui n'a pas juré nous pourchasser? Est-ce que le général Oligui, de ses propres mots ici en France, n'a pas dit on ne combat pas un système? C'est moi qui l'invente, c'est pas le général Oligui qui lui-même reconnaît qu'il fait partie d'un système? Mais enfin, quand je vous appelle à la lucidité, que ça soit toi, mon grand frère Georges, que ça soit toi, mon grand frère Marc, que ça soit Geoffroy et les autres, vous dites, j'attaque mes frères d'armes. Mais est-ce que le peuple ne le voit pas? Aujourd'hui, les PDGistes disent, oh, on ne savait pas, c'est Ali qui nous trompait. Mais demain, vous direz quoi? Vous qui avez combattu Omar. Nous, on peut dire, nous sommes les bébés de la société civile, de l'activisme. Mais toi, mon grand frère Marc, qui a été en prison. Toi, mon grand frère Georges, qui a fait plusieurs fois la prison. Comment aujourd'hui vous pouvez vous comporter comme les autres? Comment? Après l'expérience que vous avez. Comment c'est possible? Nous autres là, nous sommes des bébés, nous sommes venus hier. Mais on n'arrive pas à comprendre l'attitude que vous avez. Et vous le dire, ce n'est pas vous manquer de respect, c'est comprendre qu'on ne comprend pas. Je dis à qui veut l'entendre, que bien que n'ayant jamais accepté d'entrer en politique ou faire partie d'un parti politique, je l'ai dit à qui veut l'entendre que quand j'étais au tribunal, jugé injustement pour avoir réclamé mon dû, c'est Marc Ona qui m'a dit, ah écoute mon petit, je vais te trouver, je vais tout faire, je vais te trouver un avocat. Pourtant j'avais un avocat, un ami qui s'était même porté garant, etc. Mais qui avait peur du pouvoir. C'est Marc Ona qui s'est porté garant. Qui m'a présenté Ange Kevin Zigou. Marc Ona, pourtant, je ne le connaissais pas. C'est vrai que par mon métier, je l'avais déjà interviewé plusieurs fois dans le cadre de documentaires, mais nous n'avions pas d'acquaintance. Georges Paga, pareil. Ces gens se sont rendus, je crois, une ou deux fois au tribunal. Je ne les connaissais pas. Je ne les ai pas payés, ils ne m'ont pas payé. Mais par rapport à l'injustice que je subissais, ils se sont rendus et m'ont porté assistance. Au sortir de ça, quand j'ai remporté mon procès, je vous ai dit que j'avais ce dilemme. Est-ce qu'il fallait que je reparte ce Gabonais inconnu, etc. ou alors que je rende l'appareil? C'est comme ça que j'ai commencé à rendre l'appareil à ceux qui m'ont aidé. Notamment Marc, dans l'environnement, Georges. C'est comme ça que j'entre pleinement dans la société civile. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien placé pour savoir c'est quoi l'injustice judiciaire. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Et quelqu'un qui a vécu ça dans sa chair, qui a vu comment sa vie, des gens qui sont censés le protéger, des policiers, des militaires te disent, oui, on sait que tu as raison, mais le pouvoir a dit, on va t'envoyer en prison même pendant 2 ans, etc. Vous, vous en entendez parler. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Ils ne se sont pas arrêtés là à des simples menaces. Ils m'ont déféré au palais de justice. Je suis passé devant un juge d'instruction qui a voulu me charger, qui a voulu me demander, qui m'a demandé de signer de faux aveux. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Je suis quand même passé en jugement. Et Dieu merci, Dieu est avec moi. Quand c'est blanc, c'est blanc. J'ai remporté ce procès.
Financièrement maintenant, jusqu'à ce jour, aujourd'hui où je vous parle, mon dossier, ça fait des mois et des mois que je demande à mon avocat mon dossier, même mon avocat ne me répond pas. Il lui-même ne sait pas. Ange Kevenzi. Donc l'injustice, quand vous la vivez, quand comme moi, vous avez tout fait, vous êtes réalisé loin de la politique, parce que contrairement à beaucoup aujourd'hui, je peux vous dire telle chose, j'ai acheté ça avec tel marché que j'ai eu comme ça, comme ça. Mes premiers millions. Comment étant, en rentrant au Gabon, en vendant de la nourriture, pourtant moi, ingénieur, ma femme, pareil, comment en vendant de la nourriture, on pouvait se faire 80 000 jours, comment à partir de là, on a pu se relancer, acheter du matériel, etc. Comment je marchais là sous le soleil, comment il y a des Gabonais qui me voient, marcher avec mon matériel, aller d'un rendez-vous à l'autre, etc. Acheter un véhicule d'occasion, faire un taxi, un premier taxi, acheter un terrain, commencer à faire des ceci, de cela. Et puis voilà, des politiques viennent et d'un claquement de doigts, tout ça s'est détruit. Et aujourd'hui, je suis là à reprendre ma vie à zéro. Et vous voulez que je sois d'accord avec l'injustice? Vous voulez que je sois d'accord avec l'injustice? Même ces pseudo-activistes qui vous parlent, oh, le pays change, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le pays. Quand Stéphane Zingle et Yannick vous montrent les niveleuses qui viennent, qui ratent la route, on a fait tomber quelques arbres et puis ils vous disent que le pays est en chantier, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le pays. Tout ce qu'ils vous montrent, mais moi je l'ai vu du temps d'Ali Bongo. Je l'ai vu quand le fonds routier m'appelait pour filmer ci, pour filmer ça. Pour leur film en interne et autres, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Oligui fait que je n'ai pas vu ou que je ne peux pas démontrer là? On vous fait croire que le pays est en chantier. Un pays en chantier. La priorité aurait été, je ne vous dis même pas de construire les écoles, parce que les écoles, nous les avons. Mais ça aurait été de moderniser les écoles. Regardez les écoles qu'il y a dans chaque quartier. Vous avez un bâtiment et vous avez une très grande cour. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de mettre ces bâtiments à étage, d'en mettre plusieurs, de climatiser ces bâtiments, même avec des panneaux solaires et autres? Qu'est-ce qui empêche? Vous dites que nous ne proposons ça. Rien. Ça, ce n'est pas une proposition. Mais non, on va nous sortir des grands hôpitaux qui, la construction doit mettre 5 ans, l'hôpital doit coûter 100 milliards de francs CFA, il faut d'abord un prêt de la Banque mondiale, de ceci, de cela et autres. Mais enfin, arrêtez de manipuler le peuple. Arrêtez. Et c'est ça qu'on vous reproche aujourd'hui. Genre, j'ai vu là récemment, tu as fait une sortie sur Line Bagné, tu es venu défendre Brice Clotaire Oligui Nguema. Oh, c'est pas Brice, oh, ceci, cela. Mais est-ce que c'est ton rôle? Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas un service de communication? La présidence n'a-t-il pas un service de communication? Est-ce que c'est le rôle des membres de la société civile? Comme là encore, Geoffroy aussi l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc à chaque fois que vous prenez maintenant le micro, le téléphone, c'est pour défendre Brice Oligui Nguema. Est-ce que c'est votre rôle? Hier, lorsque nous étions de l'autre côté, rappelez-vous, il y avait 2 sociétés civiles. Il y avait une qui était fabriquée de toutes pièces par le pouvoir, et puis il y avait nous qui nous battions véritablement pour les intérêts du peuple. Mais aujourd'hui, c'est vous de la société civile qui êtes avec le pouvoir, et c'est vous qui défendiez le pouvoir. Mais la présidence de la République a un cabinet officiel, un cabinet privé, un cabinet militaire, 3 cabinets. Le gouvernement a un ministère de la communication, un porte-parole. Donc il y a plus de 4 entités qui sont à même de parler pour défendre Brice Clotaire Oligui Nguema. En plus des petits activistes de la faim, là, les OTT, toute la bande là. Mais est-ce que c'est votre rôle à vous, même si c'est Oligui qui vous a nommé, est-ce que c'est votre rôle à chaque fois que vous prenez la parole de venir défendre? Vous vous rabaissez, c'est pas votre rôle, Georges, Geoffroy et autres. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de montrer que, ok, maintenant aujourd'hui vous faites de la politique, mais riche de l'expérience que vous avez, vous montrez aux Gabonais que voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et normalement, de votre attitude, de votre comportement devrait déteindre sur Brice Clotaire Oligui Nguema. Votre attitude devrait déteindre sur le comportement, les mœurs, les attitudes de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais chacun de vous veut montrer que, comme le faisaient les autres, que vous êtes très zélé et que vous méritez vos nominations.
Et que comme il y a les législatives, il donnera le mot d'ordre pour vous adouber, pour que les gens puissent se présenter dans les Kingele, dans les Omboué, etc. Est-ce que c'est ça? Mon grand frère Georges Paga, je vais te rappeler un épisode. Il y a quelques années, vous êtes monté au créneau dans les réseaux sociaux. Je vais te rappeler, il y avait le grand frère Malanda, le sénateur Malanda aujourd'hui. Il y avait le grand frère député Marcel Ibama. Il y avait toi. Vous êtes monté au créneau. Les bébés, je vous entends là. Vous me déconcentrez en fait quand vous faites ça. Il y avait que vous avez pris les Gabonais à témoin en disant Noureddine Bongo a détourné de l'argent. Il aurait été arrêté non loin de, si je me rappelle bien, des affaires étrangères dans un contrôle policier. Et au cours de ce contrôle, plusieurs centaines de millions avaient été trouvés dans sa voiture. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Est-ce que vous, Gabonais, vous vous rappeliez de ça? Il y avait mon grand frère Malanda, il y avait mon grand frère Georges, il y avait mon grand frère Marcel Ibama. Est-ce que Noureddine Bongo les a pris, les a torturés? Non. Il est allé porter plainte pour diffamation. Vous vous rappelez? Mais pourtant, vous étiez venu devant les Gabonais en disant que Noureddine on l'avait arrêté avec de l'argent. Qu'il avait soudoyé les policiers pour repartir avec cet argent. Toi, Georges Paga, mon grand frère. Arrivé au tribunal, vous étiez dans l'incapacité de prouver vos dires. Est-ce que c'est parce que vous avez menti ou parce que tout simplement, il y avait des personnes oculaires sûres qui vous ont renseigné, mais qui malheureusement que vous ne pouviez pas exposer, et même si ces personnes témoignaient, la justice aurait tout simplement dit, voilà, c'est pas valable. C'est pas ce que Aïcha, la sœur, a dit aujourd'hui te concernant, mon grand frère Georges. Est-ce que c'est pas ce qu'elle a dit? Elle est sortie en disant, voilà, tu as perçu de l'argent, tu aurais perçu de l'argent, etc., etc. Mais, si c'est vrai, elle peut le prouver. Elle a cité des noms. Oh, voilà, telle personne m'a dit. Elle allait jusqu'à citer des noms. Donc, comme le dit l'humoriste ivoirien, il y a deux cas. Ou elle dit vrai. De la même manière que toi, tu disais vrai à l'époque sous Noureddine, que voilà, vous savez, vous avez vu, mais que les preuves matérielles, vous ne les avez pas, mais c'est vrai. Premier cas. Ou alors, deuxième cas, sa langue a fourché, emportée par la colère et par le traumatisme et par le fait que vous ne bougez pas, elle a commis une erreur. Et ça, Georges, pour avoir été dans sa position au tribunal, pour avoir vu que même si vous disiez vrai, vous n'aviez pas les preuves matérielles, Noureddine pouvait faire de vous ce qu'il voulait. Et malgré ça, il a retiré sa plainte. Vous êtes reparti. Pourquoi aujourd'hui ne pas faire la même chose? Vous voyez ce que ça fait? Mon grand frère Georges, aujourd'hui tu portes plainte. Moi je te comprends. Tu te sens blessé, tu te sens meurtri, tu te sens insulté. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu demandes justice aujourd'hui. Tu prends un avocat, tu demandes justice aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas ce que nous tous nous demandons? Est-ce que c'est pas ce que Aïcha, tous nous demandons? Moi-même, si je prends mes problèmes personnels, que j'amène ça sur la table. Vous savez combien de fois j'ai été meurtri, blessé dans ma chair? Vous savez? Sur le plan personnel, vous pensez que ça me fait plaisir aussi de vous voir là, copain, avec les gens qui m'ont persécuté hier? Mais pourtant, vous voyez, quand on se parle, je vous parle toujours avec le plus grand respect. Mais pourtant, c'est vous, les mêmes pères de la société civile, même frères de la société civile. C'est vous qui, derrière, allez me taper du sucre sur le dos. C'est vous qui allez dire, voilà que Bernard est irrespectueux, que Bernard ose nous parler en public, voilà. C'est vous. Je vous dis, moi je préfère, hein. Aujourd'hui je me bats, je repars de zéro. Plus de 22 ans de ma vie ont été effacés, balayés d'un trait. Même mon épouse, vous savez, juste avant qu'elle ne quitte, qu'elle soit obligée de partir du Gabon à cause des menaces de mort publiques et autres, hein, qu'elle ne soit obligée de venir. Vous saviez qu'elle travaillait depuis 10 ans, hein, expert comptable et autres, hein, et qu'au moment où elle part, elle venait à peine d'être décorée de la médaille du travail, 10 ans. Donc voilà 10 ans de sa vie comme ça, dans l'eau. Donc mes frères, la frustration là,
la frustration de la méchanceté de ceux qui étaient au pouvoir. Elle est là, hein? Mais ce n'est pas pour autant que nous nous laissons envahir par cette frustration. Voilà pourquoi même lorsque des gens qui nous ont fait du mal se retrouvent aujourd'hui torturés, c'est encore nous qui venons les combattre. C'est pour vous faire comprendre que notre combat, ce n'est pas un combat de personne. Quelle est la différence entre les hommes politiques africains et les hommes politiques occidentaux, même aux États-Unis et autres? C'est parce que leur droit est garanti. En France, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Macron. Vous pouvez le critiquer comme vous voulez. Pourtant, il y a des lois, non? Est-ce que vous avez déjà entendu un homme politique français de l'opposition qui a dû quitter la France parce qu'il a eu peur pour sa vie? Mais pourtant, depuis que le Gabon existe, c'est ce que vous faites. Sous Léomba, tous ceux qui critiquaient Léomba étaient obligés de quitter le Gabon pour sauver leur vie. Sous Omar Bongo, c'était la même chose. Soit tu étais assassiné, soit tu devais quitter le Gabon. Qu'est-ce qui a changé sous Oligui? Quand vous nous dites aujourd'hui, ah, vous n'êtes pas en exil, vous voulez rester par vous-même. Mais vous-même encore vous dites, venez parler ici au Gabon, parce que vous savez ce qui va nous arriver au Gabon. Nous allons continuer comme ça pendant combien de temps? Oligui se dit bâtisseur. Il se dit différent, mais il n'est pas différent. Il n'est pas différent des prédécesseurs. Il évolue dans une administration opaque. Il gouverne avec la menace et avec le billet et avec les billets. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent en réalité? Rien du tout. Vous dites que nous ne sommes pas en exil. Mais dites-nous officiellement quel est le Gabonais que les gouvernements gabonais ont envoyé en exil. Dites-nous. Sortez-moi un exemple. Un gouvernement gabonais, que ça soit sous Léomba, sous Omar, sous Ali, dites-nous officiellement quel est le Gabonais que Léomba a envoyé en exil. Quel est le Gabonais qu'Ali a envoyé en exil ou qu'Omar a envoyé en exil. Dites-nous. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que non, nous ne sommes pas en exil. Que nous sommes là parce que nous voulons... nous profitons des... comment vous appelez ça? Comment le mot m'échappe? Des avantages, comment ils le disent là souvent? Que nous voulons l'asile, que nous voulons... voilà, des aides, de l'assurance, la sécurité, des allocations sociales. Mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Je vais vous dire. Si vous voulez vivre décemment en France, quel que soit, il vous faut un logement bien, et ce logement, c'est minimum, un logement décent. Je ne parle pas des HLM ou des machins. Un logement décent, c'est minimum un loyer de 1500 €. Minimum. Si, comme moi, vous avez une famille de 3-4 personnes, il vous faut un minimum par mois de bouffe, minimum au moins 1000 €. Donc 650 000, minimum. Si vous ne bénéficiez pas des aides et autres, donc vous devez payer votre transport, votre machin. Grosso modo, pour vivre, une famille moyenne, pour vivre de façon décente, il vous faut un revenu qui tourne aux alentours de 3500 à 4000 € en moyenne. Les aides dont vous parlez là, hein, l'indemnité qu'on vous donne quand vous êtes en exil, là, cumulez tout ça, ça ne dépasse pas 1500 €. Donc, je ne sais pas qui vous raconte que les gens vivent décemment, des aides ou des... Je ne sais pas qui vous raconte ça. En tout cas, pour nous, Gabonais, je ne sais pas qui vous le raconte. Vous vous rappelez que vous avez vu un artiste, là, comment il s'appelle, qui était avec Santilova, la fille, là. J'oublie le nom de cet artiste gabonais. Qui est venu pour un spectacle, qui n'est pas reparti au Gabon, voilà, Pabito. Hein? Qui est venu pour un spectacle, tout ça, et puis ils ont refusé de partir au Gabon, ils ont décidé de rester parce que la vie meilleure, etc. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il n'est pas reparti au Gabon. Il a dit même à l'armée, je rentre. On vous fait miroiter des choses, que oh, la vie ici, oh, machin, les aides, vous pouvez vivre correctement, etc. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Aucun de nous, je dis bien aucun des combattants activistes que vous voyez aujourd'hui ne vit en France parce qu'il veut vivre en France. Ne confondez pas avec ceux qui
avant même l'activisme, ont quitté le Gabon pour des raisons économiques. Eux, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est différent de nous autres qui, à cause de nos opinions, nous avons dû quitter le pays. Donc quand j'entends des gens qui, les machins, exil politique, machin, en fait, cultivez-vous, hein, c'est ça le mal de ce pays. Nous refusons de nous cultiver. Et comme ces hommes politiques savent comment vous fonctionnez, on vous jette un peu d'eau, un peu de pain, allez, vous tombez. Mais c'est vous, une fois que vous avez mangé ce pain, que vous êtes là, Olivier nous a trompés, le pouvoir, on est déçus. Non, 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 ils ne vous ont pas trompés. Ils vous ont montré depuis le début qui ils sont. Et les hommes politiques et les gens de la société civile savent qui ils sont. Et c'est en connaissance de cause qu'ils agissent et font ce qu'ils font. Olivier ne vous a pas trompé. Il vous montre depuis le début ce qu'il est. C'est vous qui refusez parce que vous êtes dans ce logiciel où il suffit de faire du bruit, il suffit d'être à côté, oui, moins de 400, être à côté de celui qui dirige pour qu'on vous nomme et pour que vous ayez de l'argent. C'est ça la réalité. Et vous confondez aussi à ces Gabonais qui sont dans la diaspora qui, pour rentrer au pays, attendent des nominations. Ces Gabonais-là, en réalité, ne vivent pas bien ici, en Occident. Ils ne vous le disent pas. Tous les Gabonais que vous voyez là, dont vous entendez que non, pour rentrer, ils attendent. C'est parce qu'ils ne vivent pas bien ici en Occident. Parce que les Gabonais que je vois, certains que je vois qui sont responsables d'entreprise, d'autres qui sont des hauts cadres, d'autres qui sont même, je ne sais pas, dans la police nationale française et autres, eux, ils vivent bien. D'ailleurs, vous ne les voyez même pas faire de l'activisme. Ces Gabonais qui sont partout au Canada, qui se battent et qui vivent décemment, correctement, vous ne les voyez pas sur les réseaux sociaux. Il y a 2 catégories de Gabonais que vous voyez sur les réseaux sociaux, voire 3. La première catégorie, c'est nous qui avons été contraints pour exprimer notre colère, pour éduquer, exprimer notre colère contre la malgouvernance, contre la tyrannie. Première catégorie. Deuxième catégorie, des Gabonais qui se sont saisis des mots du Gabon pour se faire un nom. Pour se faire un nom, soit pour se faire de l'argent sur les réseaux sociaux, soit pour faire du chantage aux hommes politiques. C'est ceux-là qui, souvent, vont recevoir de l'argent pour parler de tel sujet ou pour faire du chantage aux uns et aux autres. Les hommes politiques les connaissent, ils les connaissent. Ceux-là ne font même pas peur, en réalité, au pouvoir en place, je vais vous le dire. Ceux-là ne font même pas peur, parce que c'est des mercenaires des réseaux sociaux. Et il y a une troisième catégorie aussi que j'ai découvert, c'est des compatriotes de mauvaise vie. C'est ceux-là qui se prostituent à travers les réseaux sociaux. Ceux-là qui vendent leur charme, leur corps, qui estiment que pour s'en sortir, il faut s'attraper telle ou telle personne de telle nationalité, un vieux Ouattara ou une vieille Ouattara. Il y a cette capacité, ce genre de personnes également, qui sont là, qui pilulent. Quand je regarde souvent certains lives sur TikTok, quand je regarde certains compatriotes, des disputes, il a volé mon copain, mon Ouattara, mon ceci, cela, je regarde, je suis là, je me dis, donc maintenant, nous, les Gabonais, nous faisons ça aussi. Voilà, c'est ça les 3 catégories de Gabonais qu'il y a. Les 3. Donc de ces 3 catégories, nous, les activistes, nous voulons rentrer dans notre pays. Moi, personnellement, je veux rentrer dans un pays démocratique, dans un pays où c'est véritablement le droit qui s'applique. Mais vous avez vu, non? Je suis rentré au Gabon. Même sous couvert, après de oh non, on ne va rien te faire. Tu vas réclamer ton dû, ton véhicule chez quelqu'un à qui tu as donné 3 millions. C'est lui qui appelle le procureur, c'est lui qui te menace. Ça se passe sous Olivier. Qu'est-ce qui a changé? Oh, rentre au pays. Donc les 2 autres catégories de personnes, ceux qui ont quitté le Gabon, grâce à leurs attributs charnus, grâce à leur charme, ceux-là n'ont pas envie de rentrer au Gabon. Ceux qui ont quitté le Gabon parce que, pour des raisons économiques, oh non, dans le Mapane c'est trop dur, moi je vais en Occident, quoi qu'il en soit, même s'il faut laver les fesses des vieilles femmes, moi je vais... Eux, ils n'ont pas envie de rentrer au Gabon. D'ailleurs, ce sont eux que vous voyez, quand ils viennent les vacances, avec leur vieille mémère ou leur vieux papy, ce sont eux que vous voyez là, ça arrive avec les derniers habits, les derniers parfums, etc. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, ça joue les machins, et puis ça rentre. Alors qu'ici en Occident, ça vit le calvaire.
ces personnes, ces compatriotes sont considérés comme des choses par leur mari, par leur vieux Ouattara et autres. Concernant pour les hommes, ils se font martyriser par leurs femmes, parce que tout simplement, ils sont en attente des papiers. Parce que tout simplement, la France a compris. Aujourd'hui, même si vous vous mariez avec un Français ou avec une Française, il vous faut un minimum de 5 ans pour avoir des papiers. Et même quand vous obtenez ces papiers, votre mari peut aller signaler à la préfecture, on vous retire ces papiers, on vous renvoie chez vous. Donc, il y en a qui vivent le martyr, qui vous font miroiter une vie qui n'existe pas, une vie du paraître. Mais au Gabon, on aime la vie du paraître. Au Gabon, vous avez quelqu'un qui vit au fin fond du Mapan, mais qui a un iPhone 14 que même la personne qui travaille n'arrive pas à avoir. C'est ce que vous aimez, la vie du paraître. Et c'est vous les mêmes là, pour ce même paraître, c'est vous les mêmes qui êtes dans les meetings d'Ali. C'est vous les mêmes qui êtes dans les meetings d'Oligui. C'est vous les mêmes qu'on transporte comme du gibier, parce que derrière, entre le vin qu'on vous donne, entre la prostitution qui se passe pendant ces périodes et les 2000 ou les 10 000 qu'on vous donne, vous estimez que, ah oui, là c'est la campagne, c'est bon, j'ai pointé. Et après on vous voit faire les vidéos. Oh, non, on ne nous a pas donné nos 2000. Si c'est ça, hein, il faudrait qu'ils sachent qu'on ne va pas le voter. Transfert des populations. Les populations qui sont dans l'arrière-pays souffrent. Mais c'est vous qu'on transporte de Libreville pour aller dire que tel député ressortissant de Chimanga a été élu, machin. Et quand on vous abandonne sur place, encore vous qui faites les vidéos, oh non, on nous a pris, on ne nous ramène pas à Libreville. Mes frères, Oligui ne vous a pas trompé, hein. C'est vous-même qui voulez cette vie. Bonjour Christian. Alex, Christian Combegnondo. Tu peux monter, hein. Ça, attends, je te lance une invitation. Ça serait bien que tu nous donnes ton point de vue sur ce qui se passe. Attendez, je lance une invitation à mon grand frère Christian. Ah, je ne te vois plus. On dirait qu'il est redescendu. Mon grand frère Christian, Alex, monte. Donc voilà. Voilà la vie du Gabon. Et je vous dis, on peut relever ce pays sans pour autant toujours emprunter des milliards dont on ne voit pas la couleur. Oligui, le général Oligui a eu 4300 milliards. Même Omar Bongo ou Ali n'ont jamais eu de budget comme ça. On n'a pas vu qu'est-ce qu'il a fait. On vous a dit qu'il n'y a eu aucune route de construit. Il n'y a eu aucune école de construit de machin. On vous l'a dit, on est monté au créneau. À un moment, vous avez dit, oh, c'est faux. C'est pas le général Oligui lui-même qui a dit qu'il a construit. Écoute, dans 2 interviews différentes, qu'il a construit, je crois, 143 000 classes, salles de classe ou écoles ou je ne sais trop quoi. On est monté, on a dit, c'est Doi. C'est pas vrai. Vous nous avez insultés. En l'espace de 48 heures, les mêmes interviews, toujours avec les mêmes chaînes, il dit non, on va construire. J'ai posté les 2 vidéos, hein, vous vous rappelez, où il disait qu'on a construit et on va construire. On prend le projet, les projets qui étaient quasiment dans les finitions. Des logements de Franceville. Je ne vous ai pas montré ça, filmé, je ne vous ai pas montré comment tous ces éléphants blancs de Franceville à Mboma Oyali là-bas. Je ne vous ai pas montré les éléphants blancs de Port-Gentil, de tous ces logements qui sont après le stade là-bas à Port-Gentil. Je vous ai montré tous ceux qui habitent au Cap Extérias depuis 2014-2013. Ils ont vu le projet d'école d'hôtellerie et le projet de Prytanée militaire qui ont été construits au Cap, qui étaient là, quasiment dans les finitions. Aujourd'hui, le CTRI est venu, a mis quelques coups de peinture les fenêtres. Allez, on vous présente ça. Oh, on a construit, on a construit. Ça va de mensonge en mensonge comme ça. Je vous ai dit, vous pouvez mentir aux Gabonais, mais pas à moi qui ai fait tout le Gabon. Hein? Et vous nous dites que tout ça s'est fait avec quoi? Parce que quand on vous a dit que ça, que ce que vous présentez là, ce n'était pas budgétisé. Aujourd'hui, vous nous dites maintenant, grâce à Boom Pings et à sa longue bouche, il nous dit que c'est grâce à l'argent qui a été extorqué à Sylvia. Mais vous êtes grave. Vous êtes grave.